« Maman !» cria le garçon, et le millionnaire tomba de sa chaise. Elle se figea. Le garçon répéta « C'est toi, maman ?» Le mot dans le sac à dos du garçon révélait son nom. Le millionnaire sortit une photo de sa poche, et c'était le portrait craché de la femme de ménage. Le soleil venait à peine de se lever à l'horizon, lorsque Sophie Lemaire était déjà debout, se préparant pour une nouvelle journée de travail. De la petite chambre de sa modeste maison, dans le quartier L'Espérance, une communauté à la périphérie de Marseille, elle observait par la fenêtre les premiers rayons solaires colorant le ciel d'orange. C'était un spectacle gratuit de la nature qui contrastait avec la dureté de la journée à venir. « Maman, tu pars déjà ?» La voix ensommeillée de Lucas, son fils de 10 ans, interrompit ses pensées. « Oui, mon amour. Madame Berthe va bientôt arriver pour rester avec toi. Il y a des crêpes dans le réfrigérateur et du jus d'orange que j'ai préparé hier soir. N'oublie pas de faire tes devoirs, d'accord ?» Sophie ajusta l'uniforme gris et blanc qu'elle portait depuis 5 ans, depuis qu'elle avait commencé à travailler comme employée de maison chez les Deschamps, l'une des familles les plus riches de Marseille. « J'aimerais que tu restes plus longtemps à la maison, maman », se lamenta Lucas, se frottant les yeux encore endormis. Sophie sentit son cœur se serrer. « Moi aussi, mon fils, mais je dois travailler pour nous offrir un avenir meilleur. Un jour, tu comprendras. » Après un rapide baiser sur le front de son fils, Sophie sortit précipitamment. C'était 45 minutes de bus bondé pour arriver au Grand Manoir, comme on appelait la demeure des Deschamps, située à Belle-Mer, face à la Méditerranée. Ce nom n'était pas un hasard. Il rappelait les anciennes propriétés des seigneurs d'autrefois, et bien que personne ne le commentât ouvertement, tous percevaient l'amère ironie de cette dénomination dans les temps actuels. En descendant du bus, Sophie marcha encore 10 minutes, jusqu'aux imposants portails en fer de la demeure. Le contraste était saisissant. D'un côté, des immeubles luxueux et des villas avec vue sur la mer. De l'autre, la dure réalité de la périphérie où elle habitait. 2 mondes séparés par seulement quelques kilomètres, mais avec un abîme social infranchissable entre eux. « Bonjour, monsieur Joseph », salua-t-elle le gardien qui contrôlait l'entrée du personnel. « Bonjour, Sophie, vous êtes en avance aujourd'hui. Il semble qu'il y aura une grande fête ce soir », commenta l'homme, avec un sourire fatigué sur le visage. « Oui, le patron a prévenu hier. Ce sera une réception pour des hommes d'affaires importants. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Entrant par l'arrière de la demeure, Sophie se dirigea vers la cuisine où elle trouva Madame Juliette, la gouvernante qui coordonnait le personnel de la maison. « Sophie, Dieu merci, vous êtes arrivée. Nous devons tout préparer pour la fête de ce soir. Monsieur Thomas reçoit des investisseurs étrangers et d'importants politiciens. Je veux que tout soit impeccable. » Thomas Deschamps, à 45 ans, était l'un des entrepreneurs les plus prospères du sud de la France. Propriétaire d'une entreprise de construction qui avait érigé la moitié des gratte-ciel de Marseille, il augmentait sa fortune à chaque nouvel investissement de luxe dans la ville. Veuf depuis 2 ans, il vivait dans le manoir avec son fils unique, Pierre, un garçon de 6 ans qui était principalement élevé par des nourrices et des employés. « Ne vous inquiétez pas, Madame Juliette. Je vais commencer à polir l'argenterie et organiser les verres en cristal, » répondit Sophie, en mettant déjà son tablier. La routine de cette journée serait encore plus épuisante que d'habitude. En plus de ses fonctions habituelles, Sophie aiderait à la préparation des canapés et servirait les invités pendant la fête. Tandis qu'elle nettoyait méticuleusement chaque pièce d'argent, ses pensées volaient vers Lucas. Ce serait jour d'examen à l'école, et elle regrettait de ne pas pouvoir être là pour le soutenir. À midi, pendant sa courte pause déjeuner, Sophie en profita pour appeler Madame Berthe et s'informer de l'état de son fils. « Il va bien, Sophie. Il a déjà fait ses devoirs et maintenant il joue avec les garçons de l'immeuble », informa la dame qui s'occupait de Lucas pendant que Sophie travaillait. « Dis-lui que maman rentrera tard ce soir, mais que demain nous passerons le dimanche ensemble, comme je l'ai promis. » Après avoir raccroché, Sophie s'autorisa un moment de faiblesse, laissant une larme couler sur son visage. Elle l'essuya rapidement, en entendant des pas s'approcher. « Vous allez bien, madame ?» La voix enfantine la fit sursauter. C'était Pierre, le fils du patron, qui l'observait avec des yeux curieux et inquiets. « Oui, mon petit, c'était juste une poussière dans l'œil, » dissimula-t-elle, souriant au garçon. « Mon père a dit qu'il y aura une grande fête aujourd'hui. Vous allez rester tard ?»« Oui, Pierre, mais ne t'inquiète pas pour moi. Je n'aime pas ces fêtes,
Elles sont ennuyeuses, et personne ne joue avec moi, confessa le garçon, s'asseyant à côté d'elle, sur le banc du jardin arrière. Sophie sentit une vague de tendresse pour le garçon. Malgré toutes les richesses qui l'entouraient, Pierre manquait de l'essentiel, la présence et l'attention de ses parents. Avec sa mère décédée et son père toujours occupé par les affaires, le garçon grandissait au milieu de la solitude dorée de ce manoir. « Tu sais, j'ai un fils qui a quelques années de plus que toi. Lui aussi reste seul parfois quand je dois travailler, » confia Sophie. Les yeux de Pierre brillèrent. « Vraiment? Comment est-il? Comment s'appelle-t-il » ? « Il s'appelle Lucas, il a 10 ans et adore les histoires d'aventure. Un jour, qui sait, tu pourras le rencontrer. »« Ce serait super. Je n'ai pas beaucoup d'amis, » confessa Pierre, balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas le sol. La conversation fut interrompue par la voix sévère de la nourrice de Pierre, qui l'appelait pour le déjeuner. Le garçon prit congé de Sophie avec une étreinte inattendue qui la laissa sans réaction pendant quelques instants. À mesure que l'après-midi avançait, le manoir bouillonnait avec les préparatifs de la fête. Fleuristes, décorateurs et chefs cuisiniers circulaient pressés, transformant les espaces déjà luxueux en décors encore plus éblouissants. Sophie observait tout avec un mélange d'admiration et d'étrangeté, comme si elle était une étrangère dans cet univers d'opulence. Vers 7 heures du soir, les premiers invités commencèrent à arriver. Hommes en costume et femmes en robe, de créateurs défilaient dans les salons du manoir, entre coupes de champagne et conversations sur les affaires et la politique. Sophie, portant maintenant un uniforme plus formel, circulait parmi eux avec des plateaux de canapés pratiquement invisibles aux yeux des présents. Thomas Deschamps, impeccable dans son costume italien, recevait les invités avec des sourires calculés et des poignées de main fermes. C'était l'hôte parfait, habile dans l'art de transformer chaque conversation en une opportunité d'affaires potentielle. De loin, Sophie l'observait, pensant à comment une personne pouvait avoir tant et pourtant paraître si vide. À un moment de la soirée, alors qu'elle servait des boissons sur la terrasse qui donnait vue sur la mer, Sophie remarqua Pierre caché derrière l'une des colonnes, observant la fête avec des yeux ennuyés. Discrètement, elle s'approcha de lui. « Tu ne devrais pas être au lit, jeune homme » demanda-t-elle avec douceur. « Je n'arrive pas à dormir avec tant de bruit » répondit le garçon. « Et Marlène est occupée au téléphone avec son petit. Ami !» Sophie sentit une pointe d'indignation en pensant à la nourrice négligeant ses responsabilités, mais garda un visage serein. « Veux-tu que je te raconte une histoire pour t'endormir après avoir fini de servir ici ?» Le visage de Pierre s'illumina. « Est-ce que ça peut être une de ces histoires que tu racontes à ton fils ?»« Bien sûr. Maintenant, retourne dans ta chambre avant que ton père ne te voie ici et que Marlène n'ait des ennuis. » Pierre acquiesça et courut vers l'intérieur de la maison. Sophie reprit ses tâches, maintenant avec le poids supplémentaire de la promesse faite au garçon. Ce serait une nuit encore plus longue que prévu. Tandis qu'elle circulait dans le salon principal, Sophie ne put s'empêcher d'entendre des fragments de conversation autour d'elle. On parlait de millions investis dans de nouveaux projets, de politique qui affecteraient l'économie du pays, de voyages vers des destinations exotiques. C'était comme s'ils habitaient une planète complètement différente de la sienne, où des préoccupations comme le prix du riz ou le paiement du loyer n'existaient simplement pas. Dans un coin de la salle, Thomas Deschamps conversait avec un groupe d'hommes sur son plus récent projet, une résidence de luxe qui serait construite précisément dans la zone où se trouvait le quartier L'Espérance, la communauté où Sophie habitait. Nous sommes déjà en négociation avec la Mary. Cette zone a un énorme potentiel, mais elle est dévalorisée à cause du bidonville. Avec le déplacement des familles vers des ensembles résidentiels en périphérie, nous pourrons transformer complètement la région, expliquait Thomas, sans remarquer la présence de Sophie quelques pas derrière lui. Sentant ses jambes faiblir, Sophie s'éloigna vers la cuisine. La possibilité de perdre sa maison, le seul bien qu'elle avait réussi à acquérir après des années de dur labeur, était dévastatrice. Plus encore, c'était la constatation cruelle de comment des personnes comme elle n'étaient que des obstacles dans les plans des puissants, des pièces jetables sur l'échiquier de l'ambition. La fête au manoir des Deschamps battait son plein. Le salon principal, décoré avec des arrangements de fleurs méditerranéennes et un éclairage stratégique, abritait l'élite de la société marseillaise qui circulait entre coupes de champagne et rires affectés. Sophie continuait son travail,
Maintenant, avec le poids supplémentaire de l'information qu'elle venait de découvrir concernant les plans pour le quartier L'Espérance. Dans la cuisine, alors qu'elle organisait un nouveau plateau de canapés, elle trouva Marie Dubois, une autre employée qui habitait également dans le quartier. « Tu as entendu ce que le patron planifie ?» chuchota Sophie, les mains tremblantes. « Ils veulent démolir nos maisons pour construire des résidences de luxe. »« Je m'en doutais déjà, » répondit Marie, soupirant lourdement. « Mon neveu travaille à la mairie et il a dit qu'un projet est en cours là-bas. Mais personne n'imaginait que c'était Monsieur Thomas derrière tout ça. Que va-t-on faire? Nous ne pouvons pas simplement accepter cela. Pour l'instant, nous devons garder notre calme. Demain, nous parlerons avec l'association des résidents. Maintenant, retournons au travail avant que Madame Juliette ne remarque notre conversation. » Sophie acquiesça, se recomposant. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre cet emploi, même si la colère bouillonnait en elle. Avec le plateau réapprovisionné, elle retourna au salon, forçant un sourire professionnel tout en servant les invités. À l'autre extrémité du salon, Thomas Deschamps terminait de présenter son projet à un groupe d'investisseurs étrangers. Son charme naturel et son habileté pour les affaires étaient évidents dans la façon dont il captivait l'attention de tous. Avec ce projet, nous ne transformerons pas seulement le paysage urbain de Marseille, mais nous valoriserons également une zone jusqu'alors sous-utilisée, argumentait-il avec conviction. Et bien sûr, nous fournirons des logements dignes aux familles qui vivent aujourd'hui dans des conditions précaires. L'hypocrisie de ces mots fit l'estomac de Sophie se retourner. Les logements dignes, mentionnés par lui, étaient des ensembles, résidentiels standardisés, construits dans des zones éloignées, sans infrastructures adéquates et loin des opportunités d'emploi. Elle connaissait bien cette histoire, car elle avait déjà des parents qui avaient subi des déplacements similaires. Au milieu de ces pensées turbulentes, Sophie ne remarqua presque pas quand Pierre s'échappa à nouveau de sa chambre et s'approcha d'elle. Le garçon semblait encore plus ennuyé qu'avant. « Sophie, tu vas toujours me raconter l'histoire » demanda-t-il, tirant légèrement sur son uniforme. « Pierre, tu devrais être au lit » répondit-elle, surprise par la persistance du garçon. « Où est Marlène ?» Elle a dit que je pouvais rester éveillé un peu plus longtemps, tant que je ne dérangeais personne, mentit le garçon, avec une innocence qui ne convainquit pas Sophie. Je vais finir de servir ce plateau et ensuite j'irai dans ta chambre, d'accord? Maintenant, retourne là-bas avant que ton père ne te voie. Pierre acquiesça et s'enfuit en courant, se faufilant entre les invités sans être remarqué. Sophie secoua la tête, pensant à comment le garçon était négligé malgré toutes les richesses qui l'entouraient. Pendant ce temps, la fête atteignait son apogée. L'orchestre engagé jouait des musiques qui se mêlaient au brouhaha des conversations. Thomas Deschamps, maintenant accompagné d'une belle femme que Sophie reconnut comme une célèbre présentatrice de télévision, semblait satisfait du succès de son événement. Après avoir terminé la distribution des canapés, Sophie profita d'un moment de calme pour tenir sa promesse envers Pierre. Elle se dirigea discrètement vers l'étage supérieur du manoir, où se trouvaient les chambres de la famille. Le couloir, décoré d'œuvres d'art et éclairé par des lustres en cristal, menait à la chambre du garçon. En s'approchant de la porte entr'ouverte, Sophie entendit des voix exaltées. C'était Marlène, la nourrice, se disputant au téléphone. Sans vouloir interrompre, Sophie attendit dehors. « Je t'ai déjà dit que je ne peux pas sortir maintenant. Je travaille » disait Marlène, visiblement irritée. « Peu m'importe si la boîte de nuit est bondée. Je dois m'occuper de ce gamin gâté. » Sophie sentit son sang bouillir en entendant ces mots. Pierre pouvait avoir tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il manquait de quelque chose que Lucas, malgré toutes les difficultés, avait en abondance, de l'amour et de l'attention. Authentique. Lorsque la discussion au téléphone se termina, Sophie frappa doucement à la porte. « Excusez-moi, Marlène, je suis venue voir si Pierre a besoin de quelque chose avant de dormir. » La nourrice, une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec des vêtements trop ajustés pour l'environnement de travail, sembla soulagée. « Ah, c'est bien que vous soyez venu. Pouvez-vous rester avec lui un moment? J'ai besoin de régler. » « Quelque chose d'urgent en bas, demanda-t-elle, prenant déjà son sac. « Mais la fête bat encore son plein, et vous devriez vous occuper de lui. C'est juste pour une demi-heure. Personne ne le remarquera. Monsieur Thomas est trop occupé. »« Avec ses invités pour se souvenir qu'il a un fils, » répondit Marlène, passant devant Sophie sans attendre de
Réponse. Seule dans la chambre, Sophie trouva Pierre assis sur le lit, serrant un ours en peluche, les yeux humides. « Hé, champion, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « J'ai entendu ce que Marlène a dit. Elle ne m'aime pas, » répondit le garçon, la voix tremblante. Sophie sentit son cœur se serrer. « Ne fais pas attention à ce qu'elle a dit. Parfois les gens disent des choses sans réfléchir quand ils sont en colère. Mon père ne m'aime pas non plus. Il n'a jamais le temps de jouer avec moi ou de m'emmener me promener, » continua Pierre, laissant maintenant les larmes couler librement. Depuis que maman est partie, il ne pense qu'au travail. Sophie ne savait pas exactement comment la mère du garçon était décédée, mais elle perçut la douleur profonde dans ses paroles. Instinctivement, elle l'étreignit, comme elle l'aurait fait avec Lucas. « Je suis sûre que ton père t'aime beaucoup, Pierre. Il ne sait juste pas très bien comment le montrer, » le consola-t-elle, caressant ses cheveux. « Maintenant, que dirais-tu de cette histoire que j'ai promise ?» Pierre essuya ses larmes et acquiesça, s'installant plus confortablement dans le lit. Sophie commença à raconter une légende que sa mère, Madame Joséphine, racontait quand elle était enfant. L'histoire d'un pêcheur pauvre qui avait sauvé un poisson magique et reçu en récompense la capacité de comprendre le langage des animaux. Au fur et à mesure que le récit avançait, Pierre devenait de plus en plus impliqué, posant des questions et riant aux passages amusants. Sophie remarqua comment le garçon se transformait quand il recevait de l'attention. Ses yeux brillaient et son visage gagnait une vivacité qu'il démontrait rarement. Ma mère me racontait aussi des histoires avant de dormir, commenta Pierre, quand Sophie termina. Elle me manque beaucoup. Elle devait être une mère merveilleuse, répondit Sophie, arrangeant les couvertures sur lui. Elle l'était. Elle savait faire des gâteaux délicieux et m'emmenait toujours jouer à la plage les week-ends, se souvint le garçon avec un sourire mélancolique. Tu me la rappelles un peu. Tu es gentille comme elle l'était. Ces mots touchèrent Sophie profondément. Même avec toute la colère qu'elle ressentait envers Thomas Deschamps à ce moment-là, elle ne pouvait pas la transférer à son fils innocent. « Il se fait tard, Pierre. Je dois retourner aider à servir le dîner. Et tu dois dormir, » dit-elle, se levant du lit. « Tu peux venir me voir demain ?» demanda le garçon, tenant sa main. « Demain, c'est dimanche, mon jour de congé. Je vais passer la journée avec mon fils, » expliqua Sophie. « Ah !» murmura Pierre, visiblement déçu. « Tu pourrais l'amener ici un jour ? J'aimerais le rencontrer. » L'idée de Lucas au manoir des Deschamps parut surréaliste à Sophie. C'étaient des mondes si différents, séparés par des barrières invisibles mais puissantes. « Un jour, qui sait ?» répondit-elle vaguement, marchant vers la porte. « Maintenant, dors bien, Pierre. » En fermant la porte de la chambre, Sophie n'imaginait pas que ce moment de connexion avec Pierre changerait complètement le cours de leur vie. De retour au salon principal, la fête continuait animée. Sophie reprit ses fonctions, aidant maintenant à servir le dîner élaboré préparé par le chef spécialement engagé pour l'occasion. Tandis qu'elle circulait entre les tables, elle tentait de traiter les émotions contradictoires qu'elle ressentait, la colère face au plan de Thomas contre sa communauté et la tendresse pour son fils si avide d'affection. Vers minuit, alors que les invités savouraient déjà le dessert, un petit tumulte attira l'attention de tous. Pierre s'était à nouveau échappé de sa chambre et courait maintenant entre les tables cherchant quelqu'un. « Pierre, que fais-tu ici ?» s'exclama Thomas, se levant de sa chaise, visiblement embarrassé par l'interruption. Le garçon ignora son père et continua à courir jusqu'à trouver qui il cherchait. En apercevant Sophie portant un plateau avec des verres de liqueur, il se lança dans sa direction. « Maman !» s'exclama Pierre, s'accrochant aux jambes de Sophie. « J'ai fait un cauchemar. » Le salon entier plongea dans un silence absolu. Les satas. Conversations cessèrent. La musique s'arrêta, et toutes les attentions se tournèrent vers la scène insolite. Le fils du puissant Thomas Deschamps appelant une employée « maman ». Sophie resta paralysée, ne sachant comment réagir. Le plateau dans ses mains trembla dangereusement, menaçant de renverser les verres. Le regard de Thomas, un mélange de choc et de fureur contenue, se fixa sur elle comme des poignards. « Pierre, retourne immédiatement dans ta chambre », ordonna Thomas avec une voix contrôlée mais chargée de tension. « Marlène, où est Marlène ?» La nourrice, qui était revenue depuis peu, apparut précipitamment, le visage rougi de honte. « Je suis désolé, monsieur Thomas, je suis juste sorti. 1 minute et nous en parlerons. »« Plus tard, coupa-t-il,
indiquant d'un geste qu'elle emmène Pierre. Marlène essaya de prendre le garçon par la main, mais il s'accrocha encore plus à Sophie. « Je ne veux pas y aller, je veux rester avec Sophie », protesta-t-il en larmes. La gêne était palpable. Les invités échangèrent des regards curieux et des chuchotements, tandis que Thomas tentait de maintenir sa contenance. « Pierre, ce n'est pas le moment. Sophie travaille, » dit-il, s'approchant et s'abaissant pour parler. À son fils à hauteur des yeux. « Demain, vous pourrez discuter, d'accord? Vous promettez ?» demanda le garçon, toujours accroché aux jambes de Sophie. « Je promets, » répondit Thomas, lançant un regard énigmatique à Sophie. « Maintenant, va avec Marlène. » À contre-cœur, Pierre se détacha finalement de Sophie et accompagna la nourrice hors du salon. Les musiciens, percevant le signal discret de Thomas, reprirent la musique, et peu à peu les conversations revinrent, bien que l'incident continuât d'être le sujet principal des chuchotements. Madame Juliette s'approcha rapidement de Sophie, prenant le plateau de ses mains. « Allez à la cuisine et restez-y jusqu'à nouvel ordre », chuchota-t-elle avec urgence. « Ensuite, Monsieur Thomas voudra vous parler, j'en suis sûre. » Les jambes tremblantes, Sophie se dirigea vers la cuisine, sentant les regards des invités brûler dans son dos. Dans la cuisine, les autres employés l'accueillirent avec des expressions de préoccupation et de curiosité. « Que s'est-il passé là-bas, Sophie ?» demanda Marie, lui offrant un verre d'eau. « Pierre m'a appelé maman devant tout le monde, » répondit-elle, encore étourdie. « Je ne sais pas ce qui lui a pris. Sainte Marie, et maintenant, le patron doit être furieux. Je ne sais pas. Il a semblé plus confus qu'en colère, » réfléchit Sophie, se rappelant l'expression de Thomas. « De toute façon, je crois que j'ai des problèmes. S'il vous renvoie pour ça, nous protesterons tous, » affirma le cuisinier, M. Auguste, qui écoutait la conversation. « Ce n'est pas votre faute si le garçon s'est attaché à vous, parce que la nourrice incompétente ne fait pas correctement son travail. » Sophie sourit, reconnaissante pour le soutien, mais elle savait que protester ne servirait à rien. Dans la hiérarchie de cette maison, elle était facilement remplaçable. Tandis qu'elle attendait dans la cuisine, ses pensées volaient vers Lucas. Comment expliquerait-elle si elle perdait son emploi? Comment paierait-il le loyer et les factures? Et si on démolissait vraiment le quartier L'Espérance, où irait-il? Ce fut dans ce moment d'angoisse qu'un fragment de mémoire surgit dans son esprit. Quelque chose que sa mère, Madame Joséphine, avait mentionné des années auparavant à propos de connaître la famille Deschamps. Serait-il possible qu'il y ait une connexion entre sa mère et Thomas qu'elle ignorait? Ou était-ce simplement une autre des histoires que Madame Joséphine racontait pour divertir sa fille lors des soirées sans électricité dans le quartier? Avant qu'elle ne puisse explorer davantage ce souvenir, la porte de la cuisine s'ouvrit et Madame Juliette apparut avec une expression grave. « Sophie, Monsieur Thomas veut vous parler dans son bureau. Maintenant. » Le bureau de Thomas Deschamps était un sanctuaire de pouvoir et d'opulence. Des murs revêtus de bois noble encadraient une collection impressionnante d'œuvres d'art, tandis que l'énorme bureau en acajou dominait l'environnement. À travers les larges fenêtres, la vue sur la mer de Marseille s'étendait comme un rappel, constant du privilège de quelques-uns. Sophie entra dans la pièce le cœur battant, les mains moites agrippant nerveusement le tablier de son uniforme. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans cet espace, normalement interdit aux employés ordinaires du manoir. Thomas était de dos à la porte, observant la mer à travers la fenêtre, un verre de whisky à la main. Le murmure, distant de la fête encore en cours, arrivait étouffé dans cet environnement isolé. « Fermez la porte, s'il vous plaît » demanda-t-il, sans se retourner. Sophie obéit, restant debout près de l'entrée, incertaine de ce qui allait suivre. Serait-ce un licenciement immédiat, une sorte d'avertissement, ou quelque chose de pire? « Depuis combien de temps travaillez-vous pour moi, Sophie ?» demanda Thomas, toujours de dos. « 5 ans, monsieur » répondit-elle, gardant la voix, ferme malgré sa nervosité. « 5 ans, répéta-t-il, comme s'il pesait l'information. Et pendant ce temps, nous n'avons jamais eu de problème, n'est-ce pas? Oui, monsieur. J'ai toujours rempli mes obligations. Thomas se retourna enfin, la regardant avec une expression indéchiffrable. Il ne semblait pas furieux comme elle, s'y attendait, mais il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de curiosité et d'inconfort qui l'intrigua. Ce qui s'est passé aujourd'hui était inhabituel, dit-il,
marchant lentement vers le bureau. Pierre n'a jamais agi ainsi avant avec aucun employé. Je vous prie de m'excuser pour le dérangement, monsieur. Je ne sais pas pourquoi il m'a appelé ainsi. Thomas but une gorgée de sa boisson, l'étudiant par-dessus le bord du verre. Vous avez des enfants, Sophie? La question l'a pris par surprise. En 5 ans, Thomas Deschamps n'avait jamais montré le moindre intérêt pour sa vie personnelle. Oui, monsieur, un garçon de 10 ans, Lucas. Et son père? Sophie déglutit, mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Il est décédé quand Lucas avait 2 ans. Un accident de travail dans la construction. Quelque chose dans l'expression de Thomas s'adoucit légèrement. Je comprends. Vous l'élevez seul, alors? Oui, monsieur. Pierre m'a dit que vous étiez dans sa chambre aujourd'hui, lui racontant des histoires. Est-ce vrai? Sophie sentit un frisson. Serait-elle aussi en difficulté pour cela? Oui, monsieur. Marlène a dû s'absenter brièvement et m'a demandé de rester avec lui. Il était effrayé, alors j'ai raconté une histoire pour le calmer avant qu'il ne s'endorme. Quelle histoire était-ce? Une légende que ma mère me racontait quand j'étais enfant, à propos d'un pêcheur et d'un poisson magique. Thomas resta silencieux quelques instants, comme s'il traitait l'information. Puis il posa une question qui fit Sophie se figer. « Votre mère était Joséphine? Joséphine Lemaire ?» Le choc dut être évident sur son visage, car Thomas acquiesça avant même qu'elle ne réponde. « Comment savez-vous le nom? De ma mère ?» demanda Sophie, sentant ses jambes faiblir. Thomas indiqua une chaise devant le bureau. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cette conversation pourrait prendre un certain temps. » Hésitante, Sophie obéit. La sensation d'irréalité augmentait à chaque seconde. « Joséphine a travaillé pour mes parents quand j'étais enfant », révéla Thomas, s'asseyant de l'autre côté du bureau. Pas seulement comme employée, mais comme une sorte de confidente. De ma mère. Le souvenir qui avait commencé à se former dans la cuisine revint avec plus de clarté maintenant. Sophie se rappela sa mère mentionnant qu'elle avait travaillé pour des gens importants avant de se marier. « Ma mère ne m'a jamais raconté les détails de cette période de sa vie », dit Sophie prudente. Elle mentionnait seulement occasionnellement qu'elle connaissait des personnes influentes. Elle avait des raisons d'être discrète, commenta Thomas, avec un sourire énigmatique. « Ma mère, Madame Hélène, souffrait de dépression. Mon père était toujours en voyage d'affaires et j'étudiais dans un pensionnat. Joséphine était bien plus qu'une employée. Elle était la compagne dont ma mère avait besoin dans les moments les plus difficiles. » Sophie essayait d'absorber cette révélation inattendue, cherchant dans ses souvenirs toute mention que sa mère aurait pu faire de la famille Deschamps. Elle se souvint alors d'un nom qui surgissait occasionnellement dans les histoires de sa mère, Madame Léna. Ma mère parlait parfois d'une Madame Léna, commenta-t-elle, presque pour elle-même. C'est ainsi que Joséphine appelait ma mère, confirma Thomas, un surnom affectueux que seule elle utilisait. Le silence, qui suivit, était chargé d'implications. Sophie ne savait pas exactement ce que cette connexion du passé signifiait pour sa situation actuelle, mais elle sentait que quelque chose d'important était laissé entre les lignes. « Vous avez renvoyé ma mère ?» risqua-t-elle de demander. Thomas parut véritablement surpris par la question. « Renvoyé? Non, absolument pas. Joséphine a cessé de travailler pour nous quand elle s'est mariée. C'était sa décision. Ma mère était dévastée, mais comprenait les raisons. Et pourquoi? N'avez-vous jamais mentionné cela avant? Je travaille ici depuis 5 ans. Pour être honnête, je n'ai pas fait le lien immédiatement, expliqua Thomas, s'adossant à sa chaise. Lemaire est un nom de famille courant, et vous ne ressemblez pas tant à votre mère. C'est seulement aujourd'hui, quand Pierre vous a appelé maman et m'a raconté l'histoire du pêcheur, que quelque chose a fait tilt dans ma mémoire. Joséphine racontait exactement la même histoire pour moi quand j'avais des cauchemars. La tête de Sophie tournait avec tant de révélations. C'était comme si le sol sous ses pieds bougeait, remodelant la réalité qu'elle connaissait. « Cela change-t-il quelque chose, monsieur ?» demanda-t-elle finalement. Thomas semblait se poser la même question. Son regard erra dans la pièce avant de revenir vers elle. « Je crois que oui, Sophie. Pierre s'est clairement attaché à vous, et connaissant maintenant cette connexion, avec le passé, cela semble significatif. Allez-vous me renvoyer pour ce qui s'est passé aujourd'hui ?» demanda-t-elle directement, fatiguée des détours. « Vous renvoyer? Non, au contraire, répondit Thomas, la surprenant à nouveau. Je veux proposer quelques...
Chose de différent. À ce moment, ils furent interrompus par un coup à la porte. C'était Madame Juliette, paraissant préoccupée. « Excusez-moi, Monsieur Thomas. Les derniers invités s'en vont et demandent après vous. »« Dites-leur que j'arrive. »« Juliette, » répondit-il. Se tournant vers Sophie, il ajouta « Nous devons continuer cette conversation. Demain, c'est votre jour de congé, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. J'aimerais vous inviter à venir ici avec votre fils, pour un déjeuner. » La proposition était si inattendue que Sophie crut avoir mal entendu. « Vous voulez que j'amène mon fils pour déjeuner ici, dans votre maison ?»« Exactement, Pierre. »« J'adorerais le rencontrer, et nous avons encore beaucoup à discuter, » expliqua Thomas. « Ne vous inquiétez pas, ce sera quelque chose d'informel, et vous serez mon invité, pas mon employé. » Sophie ne savait que dire. L'idée de Lucas au manoir des Deschamps, assis à table avec le propriétaire de tout cela, semblait absurde. En même temps, refuser pourrait avoir des conséquences. « Je vous remercie pour l'invitation, monsieur. Je vais en parler à mon fils. »« Parfait. Nous vous attendons à midi, » conclut Thomas, se levant pour terminer la conversation. Et Sophie, merci d'avoir si bien pris soin de Pierre aujourd'hui. Encore abasourdie, Sophie quitta le bureau et se dirigea vers la cuisine, où les autres employés l'attendaient anxieusement pour des nouvelles. « Alors, il vous a renvoyé ?» demanda Marie dès qu'elle entra. « Non. En fait, il m'a invité à déjeuner ici demain, avec mon fils. » Le choc sur les visages autour était le reflet de ce qu'elle-même ressentait. « Comment ça? Monsieur Thomas vous a invité à déjeuner au manoir. »« Comme invité ?» questionna Monsieur Auguste, incrédule. « Il semble que ma mère a travaillé pour sa famille il y a de nombreuses années. Il vient de découvrir la connexion, » expliqua Sophie, traitant encore tout cela. « C'est sans précédent, » commenta Madame Juliette qui était revenue à la cuisine. « En 15 ans de travail pour les Deschamps, je n'ai jamais rien vu de semblable. Quand la fête se termina enfin et que les derniers invités partirent, il était déjà plus de 3 heures du matin. Sophie aida au nettoyage de base, mais l'équipe laisserait le gros du travail pour le lendemain. Alors qu'elle se préparait à partir, un doute la tourmentait. Devrait-elle accepter l'invitation de Thomas? À la sortie du manoir, à sa surprise, elle trouva le chauffeur particulier de Thomas qui l'attendait. « Mademoiselle Sophie, Monsieur Thomas a demandé que je vous raccompagne chez vous, » informa l'homme, indiquant la voiture luxueuse garée à l'entrée. « Ne vous dérangez pas. Je peux prendre le bus, » répondit-elle mal à l'aise avec ce traitement inhabituel. « Il est presque 4 heures du matin, madame. Il n'y a pas de bus à cette heure et Monsieur Thomas a été explicite dans ses instructions. S'il vous plaît. » 100. Alternative, Sophie monta dans le véhicule, se sentant complètement déplacée sur le siège en cuir souple. Durant le trajet, elle observa par la fenêtre la ville endormie, si différente qu'en vue de l'intérieur d'une voiture de luxe avec climatisation. Quand ils arrivèrent au quartier L'Espérance, le contraste ne pouvait être plus frappant. Les rues étroites et mal éclairées, les maisons simples et entassées, les problèmes d'infrastructure visibles à chaque coin, tout cela paraissait maintenant encore plus précaire après des heures au manoir des Deschamps. « C'est ici, monsieur. Merci beaucoup pour le trajet, » dit-elle lorsqu'ils s'arrêtèrent devant sa modeste maison. Le chauffeur acquiesça respectueusement. « Dois-je venir vous chercher demain à midi ?» La question la prit par surprise. « Je n'ai pas encore décidé si nous irons. »« Je comprends. De toute façon, je serai ici à 11h30 au cas où vous décideriez d'accepter l'invitation, » répondit-il, lui remettant une carte avec son numéro de téléphone. « Si vous changez d'avis, il suffit de prévenir. » Dans la maison, Sophie trouva Madame Berthe endormie sur le canapé du petit salon. La télévision était encore allumée, avec le volume bas. Elle réveilla doucement la dame, la remercia d'être restée avec Lucas, et insista pour payer pour le service supplémentaire, malgré les protestations de la voisine. Après le départ de Madame Berthe, Sophie alla dans la chambre de son fils. Lucas dormait profondément, les cheveux bouclés éparpillés sur l'oreiller, l'expression sereine. En l'observant, Sophie sentit une pointe de doute. Serait-il juste de l'exposer à un monde si différent du sien? Comment réagirait-il en découvrant le manoir, en voyant tout ce qu'il ne pouvait pas avoir? D'un autre côté, ce serait peut-être une opportunité unique, non seulement de mieux connaître le passé de sa mère,
mais aussi d'assurer une certaine sécurité pour l'avenir, surtout maintenant qu'elle connaissait les plans pour le quartier L'Espérance. Épuisée physiquement et émotionnellement, Sophie prit une douche rapide et se coucha enfin. Cependant, le sommeil ne vint pas facilement. Dans son esprit, les images de la fête se mêlaient aux révélations sur sa mère et aux plans menaçants pour sa communauté. Quand elle s'endormit finalement, elle rêva de Madame Joséphine, jeune et souriante, racontant des histoires à un garçon qui tantôt ressemblait à Lucas, tantôt à Thomas Deschamps. Le dimanche se leva ensoleillé, typique de Marseille. Sophie se réveilla avec l'odeur de pain grillé. Lucas était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. « Bonjour, maman. J'ai fait du café et des tartines pour toi », annonça le garçon, fier. « Bonjour, mon amour. Quelle merveilleuse surprise !» répondit-elle, l'embrassant fortement. Pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Sophie observait son fils, essayant de trouver les mots justes pour expliquer l'invitation inhabituelle. « Lucas, il s'est passé quelque chose d'intéressant hier au travail, » commença-t-elle prudente. « Tu vas être promu ?» demanda-t-il excité. « Pas exactement. J'ai découvert que ma mère, ta grand-mère Joséphine, a travaillé pour la famille de mon patron il y a de nombreuses années. »« Grand-mère Joséphine que je n'ai pas connue ?» demanda le garçon, curieux. « Madame Joséphine était décédée avant la naissance de Lucas. »« Oui, elle-même. Et Monsieur Thomas, mon patron, nous a invités à déjeuner chez lui aujourd'hui. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Au manoir. Vraiment. Vraiment. Son fils Pierre a 6 ans et veut te rencontrer. »« Ouah, on peut y aller, maman ? » ?»« S'il te plaît, » supplia Lucas, soudainement animé par la perspective. L'enthousiasme de son fils fit sourire Sophie, mais alimenta aussi ses préoccupations. Comment se sentirait-il en voyant tous ces jouets coûteux, la piscine, les jeux vidéo que Pierre possédait certainement ? « Nous pouvons y aller, mais je veux que tu comprennes une chose, » dit-elle, tenant les mains de son fils. « Leur maison est très différente de la nôtre. Ils ont beaucoup d'argent et des choses que nous n'avons pas. Je sais, maman. Tu m'as déjà expliqué que certaines personnes ont plus d'argent que d'autres, mais cela ne fait pas d'elles de meilleures personnes, » répondit Lucas, avec une sagesse qui surprit Sophie. « Exactement, mon amour. N'oublie jamais ça. » Le déjeuner. Décidée, Sophie passa la matinée à ranger la maison et à se préparer pour la rencontre inhabituelle. Elle choisit pour Lucas les plus beaux vêtements qu'il avait, une chemise bleue qu'elle avait achetée pour son anniversaire et un jean, en bon état. Pour elle-même, elle opta pour une robe simple mais élégante, qu'elle gardait pour les occasions spéciales. À 11h30 précise, comme promis, le chauffeur des Deschamps se gara devant sa maison, provoquant une petite agitation dans le voisinage. Des enfants s'approchèrent pour admirer la voiture luxueuse, tandis que des adultes observaient avec curiosité depuis les fenêtres et les portails. « Nous sommes prêts », annonça Sophie, tenant fermement la main de Lucas, qui pouvait à peine contenir son excitation. Tandis que la voiture quittait le quartier L'Espérance, Sophie regarda par la fenêtre les maisons simples qui bientôt pourraient ne plus exister. L'invitation de Thomas Deschamps était arrivée à un moment critique, et elle ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, cette rencontre pourrait changer non seulement le destin d'elle et de Lucas, mais de toute la communauté. Le portail du manoir des Deschamps s'ouvrit automatiquement quand la voiture s'approcha. Lucas, le visage collé à la vitre, observait émerveillé l'immense jardin qui s'étendait jusqu'à l'entrée de la maison. Des palmiers impériaux bordaient l'allée principale, tandis que des fontaines ornementales faisaient jaillir de l'eau, cristalline sous le soleil de midi. « Maman, regarde combien d'arbres, on dirait un parc !» s'exclama le garçon pointant vers un manguier chargé de fruits. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» commenta Sophie, essayant de cacher sa propre nervosité derrière un sourire. Quand la voiture s'arrêta devant l'entrée principale, pas l'entrée de service que Sophie utilisait habituellement, ce fut Pierre qui les accueillit, descendant. L'escalier en courant avec un enthousiasme contagieux. « Vous êtes venus, papa, ils sont venus !» cria le garçon, faisant de grands signes. Thomas Deschamps apparut juste derrière, vêtu de façon décontractée, pantalon de lin clair et chemise bleue, une apparence très différente des costumes impeccables qu'il portait normalement. Il semblait plus jeune et moins intimidant ainsi. « Bienvenue », salua-t-il, tandis que le chauffeur ouvrait la porte pour Sophie et Lucas. « J'espère que vous avez fait bon voyage. » «
Oui, monsieur. Merci beaucoup pour l'invitation, répondit Sophie, toujours mal à l'aise avec la situation inhabituelle. S'il vous plaît, aujourd'hui, je ne suis pas votre patron, Sophie. Vous pouvez m'appeler Thomas, insista-t-il, tendant la main à Lucas. Et tu dois être Lucas. Pierre n'a pas arrêté de parler de toi toute la matinée. Le garçon serra la main offerte avec un sérieux qui fit sourire les adultes. Enchanté de vous rencontrer, monsieur, répondit-il poliment comme Sophie le lui avait enseigné. Pierre, incapable de se contenir davantage, s'approcha de Lucas. « Tu veux voir ma collection de voitures ? J'en ai plus de 100, invita-t-il, tirant déjà l'autre garçon par la main. « Je peux y aller, maman ?» demanda Lucas, regardant Sophie avec des yeux suppliants. « Bien sûr, mais comporte-toi bien, d'accord ?» recommanda-t-elle, ajustant nerveusement le col de la chemise de son fils. Les deux garçons partirent en courant vers la maison, Pierre expliquant avec animation toutes les merveilles qu'il montrerait à son nouvel ami. Sophie les observa jusqu'à ce qu'ils disparaissent par la porte, ressentant un mélange d'appréhension et de soulagement en voyant comme ils s'entendaient rapidement. « Votre fils est un garçon très bien élevé », commenta Thomas, indiquant qu'il marche vers la terrasse latérale, où une table était dressée pour le déjeuner. « Merci, je fais de mon mieux pour l'élever avec des valeurs, même si je n'ai pas grand-chose à offrir matériellement, » répondit Sophie, décidée à ne pas montrer de soumission, malgré l'environnement intimidant. « Les valeurs sont plus importantes que les biens matériels, croyez-moi, » dit Thomas, avec un ton qui surprit Sophie par sa sincérité. « Pierre a tout ce que l'argent peut acheter, mais il manque de ce qui compte vraiment. » La terrasse offrait une vue spectaculaire sur la mer de Belle-Mer. La table était dressée avec élégance, mais sans l'ostentation des réceptions formelles. Une brise légère adoucissait la chaleur du jour, apportant l'arôme salé de l'océan. « S'il vous plaît, asseyez-vous » invita Thomas, tirant une chaise pour elle, un geste qu'il n'aurait jamais fait dans des circonstances normales. Sophie obéit, essayant encore de traiter l'étrangeté de la situation. Hier, elle servait des canapés aux invités riches. Aujourd'hui, elle était traitée comme l'une d'entre eux. Avant que les garçons ne reviennent, j'aimerais continuer notre conversation d'hier, proposa Thomas, s'asseyant en face d'elle. À propos de votre mère. Oui, je suis curieuse de mieux comprendre cette connexion, répondit Sophie, acceptant l'eau minérale qu'une employée, une collègue à elle jusqu'à hier, servait avec une expression confuse sur le visage. Thomas but une gorgée d'eau, comme s'il organisait ses pensées. Joséphine a travaillé pour ma famille pendant presque 10 ans, depuis que j'avais 6 ans jusqu'à mes 16 ans. C'était une époque compliquée pour nous. Mon père construisait son empire immobilier et voyageait constamment. Ma mère souffrait de dépression sévère, quelque chose qui à l'époque était peu compris et traité comme de la nervosité. Sophie écoutait attentivement, se rappelant les fragments d'histoire que sa mère racontait sur cette époque. Joséphine était bien plus qu'une employée. Elle était la confidente de ma mère, la personne qui maintenait la maison fonctionnelle quand tout semblait s'effondrer, continua Thomas. Et pour moi, pendant les vacances scolaires, quand je revenais du pensionnat, elle était presque une seconde mère. Ma mère disait toujours qu'elle avait travaillé pour des personnes importantes, mais n'entrait jamais dans les détails, commenta Sophie. Je pense qu'elle voulait laisser se passer derrière elle quand elle est retournée à la campagne. Elle est retournée à la campagne après avoir travaillé pour nous ? Demanda Thomas, semblant surpris. Oui, elle venait de Saint-Victor-sur-Loire. Elle y est retournée quand elle a rencontré mon père, qui était ouvrier agricole. Ils se sont mariés et ne sont venus à Marseille que lorsque j'avais 12 ans, après que l'exploitation où mon père travaillait a fermé. Thomas acquiesça, absorbant l'information. Je comprends. Joséphine a quitté notre maison pour se marier, mais nous n'avons jamais su exactement où elle était allée. Ma mère a essayé de maintenir le contact, mais sans succès. Je pense que ma mère voulait recommencer, sans porter le poids des histoires des autres, réfléchit Sophie, se sentant étrangement à l'aise pour partager ses pensées avec lui. Histoire des autres, répéta Thomas, avec un sourire mélancolique. Elle en connaissait beaucoup des nôtres, y compris certaines que même moi j'ignorais à l'époque. Avant qu'ils ne puissent élaborer, ils furent interrompus par l'arrivée bruyante des garçons. Pierre traînait Lucas par le bras, tous deux haletants et souriants. « Papa, Lucas est génial. Il sait faire des avions en papier qui volent vraiment. » Annonça Pierre, exhibant un avion en papier froissé,
comme s'il s'agissait d'un trésor. Et Pierre a une console de jeu avec tous les jeux du monde, raconta Lucas, tout aussi enthousiaste. Sophie remarqua avec soulagement que son fils ne semblait pas intimidé ou trop ébloui par le luxe de la maison. Au contraire, il se comportait naturellement, comme si jouer dans un manoir était quelque chose d'ordinaire. Le déjeuner fut servi peu après, une bouillabaisse complète préparée par M. Auguste, qui tint à venir personnellement à la table pour saluer Sophie et faire la connaissance de Lucas. « J'espère que vous aimerez. J'ai préparé avec beaucoup d'affection, » dit le cuisinier, lançant un regard complice à Sophie. Le repas se déroula dans une ambiance étonnamment détendue. Les garçons dominaient la conversation, partageant des histoires de l'école et des plans ambitieux pour l'après-midi. « On peut nager dans la piscine après, papa ?» demanda Pierre, la bouche encore pleine de riz. « Pierre ne parle pas la bouche pleine, » réprimanda doucement Thomas. « Et oui, vous pouvez nager, si Sophie est d'accord et si Lucas sait nager. »« Je sais, monsieur, » répondit Lucas animé. « J'ai appris à la plage avec ma mère. Mais nous n'avons pas apporté de maillot de bain, » rappela Sophie préoccupée. « Nous avons plusieurs pièces neuves dans le pavillon de la piscine. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose à la taille de Lucas, » assura Thomas. Après le déjeuner, tandis que les garçons couraient vers la piscine accompagnés par Marlène, qui lança un regard amer à Sophie en passant, Thomas invita Sophie à une promenade dans les jardins du manoir. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer, » dit-il mystérieux. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, entre des parterres parfaitement entretenus et des arbres centenaires. Sophie remarqua comme cet espace était isolé du reste de la ville, une oasis de tranquillité au milieu du chaos urbain de Marseille. « C'est ici que ma mère a tenté de mettre fin à ses jours, » révéla Thomas abruptement, s'arrêtant près d'un énorme mûrier. « J'avais 10 ans. C'est Joséphine qui l'a trouvé et a appelé les secours à temps. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Sa mère n'avait jamais mentionné cet épisode. « Je suis désolé, je ne savais pas. » Peu de gens le savaient. Mon père a étouffé l'affaire, préoccupé par le scandale. Mais cet incident a tout changé, c'est après cela qu'il m'a envoyé dans un pensionnat en Suisse. Je crois qu'il ne supportait pas de me regarder et de se rappeler ce qui avait failli se produire. Et votre mère, qu'est-il advenu d'elle? Elle s'est rétablie physiquement, mais n'a jamais été la même. Elle a commencé à vivre recluse, indépendante de médicaments. Elle est décédée il y a 15 ans, peu après mon mariage avec Anne. Anne, c'était la première fois que Thomas mentionnait son épouse décédée par son nom. Sophie se rappela les rumeurs parmi les employés sur la façon dont elle était partie. Un accident de voiture sur la route de Cassis quand Pierre avait seulement 4 ans. Joséphine a été la seule personne qui a vraiment aidé ma mère pendant ces années difficiles, continua Thomas. Pas seulement en prenant soin d'elle, mais en l'écoutant, en la conseillant, en étant une amie. Quand tous les autres l'avaient abandonnée. Et ils arrivèrent à un petit kiosque entouré de rosiers. Thomas indiqua un banc pour qu'il s'assoie. Après que Joséphine a quitté notre maison, ma mère est retombée dans une profonde dépression. Elle n'a commencé à aller mieux que des années plus tard quand elle a finalement accepté un traitement adéquat, expliqua-t-il regardant au loin. Savez-vous ce qu'elle disait toujours, que Joséphine avait été son ange gardien? Sophie sentit ses yeux s'embuer. Elle n'avait jamais imaginé l'impact que sa mère avait eu sur la vie de ces personnes. Et maintenant, je vois sa fille prendre soin de mon fils de la même façon, ajouta Thomas, se tournant pour la regarder. Pierre s'est attaché à vous, d'une manière qui n'est arrivée avec personne depuis qu'Anne est partie. C'est un garçon merveilleux, il a juste besoin d'attention et d'affection, répondit Sophie sincèrement. Attention et affection que je n'ai pas réussi à lui donner, admit Thomas avec une difficulté visible. Après le départ d'Anne, je me suis plongé dans le travail. C'était plus facile de gérer des contrats et des négociations que de faire face aux questions d'un garçon qui ne comprenait pas pourquoi sa mère ne reviendrait plus. Les enfants sont plus forts et compréhensifs que nous l'imaginons, commenta Sophie, pensant à comment Lucas avait affronté l'absence de son père. Mais ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent compter sur nous, toujours. Thomas acquiesça pensif. Puis il changea le ton de la conversation. « Sophie, je sais que vous habitez au quartier L'Espérance. » Le cœur de Sophie s'accéléra. C'était ça qu'ils arrivaient enfin au point qui importait vraiment. « Oui, j'y habite depuis 8 ans. Et vous avez certainement entendu parler des plans de développement pour la zone.
Je vous ai entendu en parler à la fête hier, admit-elle, décidant d'être directe, à propos de déplacer les familles pour construire des résidences de luxe. Thomas parut momentanément surpris par sa franchise, mais retrouva vite sa contenance. « Je comprends que cela a dû être perturbant pour vous, reconnut-il. Le projet existe, en effet, mais il n'est pas finalisé ni approuvé encore. Pour vous, ce n'est peut-être qu'un projet de plus. Pour moi et des centaines de familles, c'est notre vie, notre histoire qui est en jeu, répondit Sophie avec un courage qu'elle ne savait pas posséder. J'ai construit ma maison avec beaucoup de sacrifices, monsieur. Elle est petite, simple, mais c'est mon seul patrimoine. L'endroit où j'élève mon fils. Je comprends votre préoccupation, dit Thomas avec un ton conciliant. Et je veux que vous sachiez que nous considérons toutes les implications sociales de ce projet. Implications sociales? C'est ainsi que vous appelez quand vous décidez du destin de communautés entières sans les consulter? Questionna Sophie, incapable de contenir son indignation. À sa surprise, Thomas ne s'irrita pas de son audace. Au contraire, il semblait sincèrement intéressé par sa perspective. Vous avez raison de questionner. Le projet a été conçu de façon traditionnelle, en privilégiant le potentiel économique de la zone, admit-il. Mais après hier, après avoir reconnu qui vous êtes, j'ai commencé à repenser certaines choses. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Demanda Sophie, prudente. Cela signifie qu'il existe peut-être une approche différente, une qui n'exige pas le déplacement complet de la communauté, mais une intégration plus harmonieuse, expliqua Thomas. En fait, j'avais déjà commencé à considérer des alternatives après avoir connu le travail d'un architecte espagnol spécialisé dans le redéveloppement urbain inclusif. Sophie l'observait avec un mélange de méfiance et d'espoir. Serait-il possible que le puissant Thomas Deschamps soit vraiment disposé à changer ses plans à cause d'elle? Pourquoi me racontez-vous cela? Qu'attendez-vous de moi? Demanda-t-elle directement. Je n'attends rien, Sophie. Je partage ces réflexions parce que je crois que vous méritez de savoir, répondit-il. Et peut-être pourriez-vous m'aider à mieux comprendre les besoins de la communauté. Avant qu'ils ne puissent continuer la conversation, ils furent interrompus par les cris joyeux des garçons qui couraient dans leur direction mouillés et souriants après la baignade. « Maman, la piscine est incroyable. Il y a même une cascade !» s'exclama Lucas, embrassant Sophie sans se soucier de la mouiller. « Pierre m'a appris à plonger », ajouta-t-il, les yeux brillants d'excitation. « C'est merveilleux, mon fils », répondit-elle, caressant les cheveux mouillés du garçon. « On moi. Peut jouer aux jeux vidéo maintenant ?» demanda Pierre à Thomas qui consulta sa montre. « Pour 1 heure seulement. Ensuite, nous avons le goûter », répondit le père, surprenant Sophie avec ce côté domestique qu'elle n'aurait jamais imaginé chez lui. Tandis que les garçons retournaient en courant vers la maison, Thomas et Sophie les suivirent à un rythme plus lent. « Ils s'entendent bien », commenta Thomas. « Oui, on dirait », convint Sophie, observant comment son fils semblait heureux et à l'aise, malgré l'environnement si différent du sien. « Sophie, il y a autre chose que j'aimerais vous montrer avant le goûter, » dit Thomas, indiquant un chemin qui menait à une petite construction annexe au manoir principal. « Mon bureau personnel. » Curieuse, Sophie l'accompagna. Contrairement au bureau formel où ils avaient conversé la nuit précédente, celui-ci était un espace plus accueillant, avec des étagères de livres du sol au plafond et une grande table de travail couverte de plans et de documents. « C'est l'endroit où je travaille réellement, où je pense, » expliqua Thomas. « Très peu de personnes y ont accès. » Sophie observa les détails de l'environnement, les photographies encadrées, les livres soigneusement organisés, les objets personnels qui révélaient un Thomas Deschamps très différent de l'image. Public de l'entrepreneur implacable. C'est alors que ses yeux captèrent quelque chose de familier. Un petit tableau au mur, une aquarelle simple représentant un pêcheur et son bateau. « Cette peinture ?» murmura-t-elle, s'approchant pour mieux voir. « C'était un cadeau de Joséphine à ma mère », confirma Thomas, observant sa réaction. « Votre mère peignait pendant son temps libre. Elle avait un talent naturel. » Sophie toucha délicatement le cadre, émue. Elle se souvenait vaguement de voir sa mère peindre quand elle était petite, avant que les difficultés de la vie ne rendent ce passe-temps un luxe impossible. « Je ne savais pas qu'elle avait donné certaines de ses peintures à votre patronne. » Ce n'était pas une relation de patronne et employée, Sophie.
C'était une véritable amitié, corrigea doucement Thomas. Et ce tableau était le préféré de ma mère. Elle disait qu'il représentait la liberté qu'elle n'avait jamais eue. À ce moment, observant la modeste œuvre d'art créée par les mains de Madame Joséphine, Sophie sentit qu'elle commençait à comprendre la véritable nature de la connexion entre sa famille et les Deschamps. Une connexion qui transcendait les classes sociales et qui, peut-être, pourrait ouvrir des chemins vers un avenir différent, pas seulement pour elle et Lucas, mais pour tout le quartier L'Espérance. La semaine qui suivit le déjeuner au manoir des Deschamps apporta une nouvelle réalité à Sophie. Lundi, en retournant au travail, elle perçut les regards curieux et les chuchotements des collègues. La nouvelle qu'elle et son fils avaient été invités à déjeuner avec le patron s'était rapidement répandue parmi les employés, créant un mélange d'admiration et de méfiance. « Alors, comment s'est passé le déjeuner avec Monsieur Thomas ?» demanda Marie tandis qu'elles organisaient ensemble le garde-manger de la cuisine. « C'était différent, » répondit Sophie, traitant encore tout ce qui s'était passé. « Il a parlé de ma mère, qui a travaillé pour sa famille il y a de nombreuses années. Il semble qu'elle était très proche de sa mère à lui. Et il a mentionné quelque chose sur les plans pour le quartier L'Espérance ?» questionna Marie, baissant la voix. « Oui, il a dit qu'il repense le projet considérant des alternatives qui n'impliquent pas le déplacement complet de la communauté. » Marie laissa échapper un sifflement bas de surprise. « Ce serait un miracle, tu le crois ?» Sophie hésita avant de répondre. « Je ne sais pas, il a semblé sincère, mais des hommes comme lui ne changent pas d'avis facilement, surtout quand il y a des millions en jeu, » compléta Marie. « Exactement. C'est pourquoi je préfère ne pas créer d'attente. » Pourtant, au fil des jours, de petits changements commencèrent à se produire. Thomas se mit à la saluer dans les couloirs, s'enquérant de Lucas, et commentant combien Pierre ne cessait de parler de son nouvel ami. Madame Juliette, percevant la nouvelle dynamique, commença à traiter Sophie avec un respect différent, allant jusqu'à la consulter sur certaines décisions liées à l'organisation de la maison. Mercredi, Sophie reçut une invitation inattendue. Thomas voulait qu'elle participe à une réunion sur le projet du quartier L'Espérance, qui se tiendrait dans son bureau d'entreprise au centre de Marseille. « Il veut votre perspective en tant que résidente de la communauté », expliqua madame. Juliette lui remettant une enveloppe avec les détails. « C'est demain à 10 heures. Vous êtes dispensé de vos fonctions pour y assister. » Sophie ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. C'était une opportunité unique de représenter sa communauté, de faire entendre sa voix dans un environnement où des décisions importantes étaient prises sans la participation des plus concernés. Ce soir-là, elle partagea la nouvelle avec les voisins les plus proches, réunis sur la petite véranda de Monsieur Gérard, président de l'association des résidents. « Je ne fais pas confiance à ce Deschamps », déclara Monsieur Gérard, un homme de 60 ans qui avait vu de nombreuses promesses non tenues au cours de sa vie. Ces entrepreneurs ne pensent qu'au profit. « Mais c'est une chance d'avoir voix au chapitre, Monsieur Gérard », argumenta Sophie. « Si je n'y vais pas, ils décideront de notre avenir sans aucune participation de notre part. » « Sophie a raison », soutint Madame Françoise, une dame âgée qui vivait dans la communauté depuis sa fondation. « Mieux vaut essayer que de croiser les bras en attendant le pire. » Après des heures de discussion, ils parvinrent à un consensus. Sophie irait à la réunion, emportant avec elle un document contenant les principales revendications de la communauté, élaboré à la hâte ce même soir. « Souvenez-vous, ma fille, nous ne demandons pas des faveurs. Nous exigeons nos droits, » insista M. Gérard en lui remettant le document signé par des dizaines de résidents. Le lendemain, vêtue de ses meilleurs habits, une jupe bleu marine et un chemisier blanc qu'elle gardait pour les occasions spéciales, Sophie se dirigea vers l'immeuble de Deschamps Développement, un gratte-ciel de verre et d'acier qui dominait l'horizon du centre de Marseille. La réceptionniste, qui visiblement ne s'attendait pas à une visiteuse avec son apparence, hésita avant d'annoncer son arrivée. « Vous êtes sûr d'avoir rendez-vous avec Monsieur Thomas ?» demanda-t-elle avec une méfiance mal dissimulée. « Absolument, » répondit Sophie, gardant sa contenance. « Il m'attend. » Quelques minutes plus tard, elle fut conduite à l'étage de la présidence, un environnement sophistiqué où des cadres en costume circulaient pressés. La salle de réunion vers laquelle elle fut dirigée offrait une vue panoramique de la ville, incluant ironiquement la région du
Quartier L'Espérance au loin. Thomas s'y trouvait déjà, accompagné de 4 hommes en costume et d'une femme d'âge moyen que Sophie reconnut comme l'architecte Béatrice Moreau, figure connue pour des projets sociaux dans la ville. « Sophie, je suis ravi que vous soyez venue », salua Thomas, se levant pour l'accueillir. « Permettez-moi de vous présenter. Voici Sophie Lemaire, résidente du quartier L'Espérance, et une voix importante que nous devons écouter. » Les présentations furent faites, et Sophie remarqua l'inconfort de certains cadres face à sa présence, particulièrement l'un d'entre eux présenté comme Robert Mercier, directeur financier de l'entreprise, qui dissimulait à peine son dédain. « Bien, puisque nous sommes tous là, nous pouvons commencer », déclara Thomas, indiquant une chaise à Sophie. La réunion débuta par la présentation du projet original, un complexe de résidences de luxe qui remplacerait complètement le quartier L'Espérance. Robert Mercier discourait sur le potentiel économique, les investisseurs déjà intéressés et le retour financier prévu. Comme vous pouvez le voir, ce projet transformera une zone dégradée en un pôle de développement, valorisant toute la région, conclut-il avec un sourire satisfait. « Et qu'advient-il des familles qui y vivent actuellement ?» demanda Béatrice Moreau, l'architecte. « Elles seront relogées dans des ensembles résidentiels à l'ouest, conformément à un accord préalable avec la mairie, » répondit Robert, comme s'il s'agissait d'un détail insignifiant. Sophie sentit son sang bouillir, mais resta calme. Elle attendit son tour de parler, qui vint quand Thomas finalement s'exprima. « Avant de poursuivre, j'aimerais que tous écoutent ce que Sophie a à dire sur la communauté et ses besoins. » Les mains légèrement tremblantes, mais la voix ferme, Sophie présenta la réalité du quartier L'Espérance, non comme une zone dégradée, mais comme un foyer pour plus de 300 familles, beaucoup établies là depuis des décennies, avec des liens communautaires forts et une riche histoire de résistance. Notre communauté n'est pas parfaite. Nous affrontons des problèmes d'infrastructure, oui, mais nous avons une identité, un réseau d'entraide mutuelle qu'aucun ensemble résidentiel ne pourrait reproduire, expliqua-t-elle, regardant directement chaque personne dans la salle. Le document que j'apporte aujourd'hui, signé par des dizaines de résidents, ne demande pas la charité. Nous demandons une participation aux décisions qui affectent nos vies. Robert Mercier leva les yeux au ciel, visiblement impatient. Avec tout le respect que je vous dois, madame, mais les affaires sont les affaires. Nous ne pouvons pas baser des décisions qui impliquent des millions sur des sentimentalismes. Il ne s'agit pas de sentimentalisme, monsieur Mercier. Il s'agit de dignité humaine et de développement durable, rétorqua Sophie, surprenant tout le monde par son articulation. Et si vous me permettez, il existe des exemples réussis de redéveloppement urbain qui intègrent les communautés existantes, créant de la valeur pour toutes les parties impliquées. C'est alors que Béatrice Moreau, l'architecte, intervint. Sophie a absolument raison, et c'est exactement pour cela que Thomas m'a invité à cette réunion, déclara-t-elle, se levant pour présenter un concept alternatif qu'elle avait développé à la demande de Thomas ces derniers jours. Le nouveau projet, intitulé « Quartier, l'Espérance intégrée », proposait une approche radicalement différente. Au lieu de démolir la communauté, le plan était de l'intégrer à un développement à usage mixte, avec des améliorations d'infrastructures, des zones commerciales partagées et même des opportunités d'emploi pour les résidents locaux. Ce modèle a déjà été mis en œuvre avec succès dans des villes comme Barcelone et Medellín, expliqua Béatrice, montrant des images de projets similaires. En plus de l'impact social positif, des études montrent que les développements inclusifs tendent à générer de la valeur à long terme, tant financière que réputationnelle. Robert Mercier semblait sceptique, mais les autres cadres démontraient un intérêt sincère pour la nouvelle proposition. Thomas, observant les réactions, exposa finalement sa position. « Mesdames et messieurs, après mûre réflexion, j'ai décidé que Deschamps Développement a une opportunité unique de redéfinir ce que signifie le développement urbain à Marseille, déclara-t-il, avec une conviction qui surprit même Sophie. Je ne veux pas être rappelé seulement pour les bâtiments que j'ai construits, mais pour l'impact positif que nous laissons dans les communautés. Le projet du quartier L'Espérance sera notre pilote pour cette nouvelle approche. » La déclaration généra une vague de discussions animées. Robert argumentait sur les coûts additionnels et les risques financiers,
tandis que Béatrice défendait les bénéfices à long terme de la proposition alternative. Sophie, observant le débat, ressentait un mélange d'espoir et de méfiance. Serait-il vraiment possible qu'ils envisagent une solution bénéfique pour la communauté? Quand la réunion se termina enfin, 2 heures plus tard, rien n'était définitivement que décidé, mais la proposition originale de déplacement complet avait été officiellement suspendue pour l'analyse des alternatives présentées. « Nous vous remercions pour votre participation, Sophie, » dit Thomas, l'accompagnant jusqu'à l'ascenseur. « Votre contribution a été fondamentale aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à discuter, » répondit-elle prudente. « La communauté doit être impliquée à toutes les étapes du processus. » « Je suis tout à fait d'accord. En fait, j'aimerais que vous serviez de pont entre l'entreprise et les résidents, proposa-t-il. Pas seulement pour ce projet, mais comme une fonction permanente. » Sophie fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que vous suggérez exactement ? » « Je vous offre un poste dans l'entreprise, Sophie, comme coordinatrice. Des relations communautaires, un poste que nous créerions spécialement dans ce but, expliqua Thomas. Vous continueriez à habiter au quartier L'Espérance, mais vous travailleriez ici, représentant les intérêts de la communauté et aidant à façonner nos politiques de développement. La proposition était si inattendue que Sophie resta momentanément sans mots. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle finalement. « Je n'ai pas de formation pour un poste comme celui-là. Vous avez quelque chose de plus précieux que des diplômes, Sophie. Vous avez une connaissance pratique de l'intégrité et la confiance de la communauté, » répondit Thomas. « Réfléchissez à la proposition. Vous n'avez pas besoin de décider, maintenant. » Sur le chemin du retour dans un taxi fourni par Thomas, Sophie tentait de traiter tout ce qui était arrivé. L'offre d'emploi, le changement dans les plans pour le quartier L'Espérance, cela semblait trop irréel. Pourquoi Thomas Deschamps, un homme connu pour son implacabilité dans les affaires, serait-il réellement intéressé à aider une communauté comme la sienne? En arrivant au quartier L'Espérance, elle trouva un petit groupe de voisins attendant anxieusement devant sa maison. Monsieur Gérard, Madame Françoise et d'autres voulaient en savoir immédiatement le résultat de la réunion. « Nous avons gagné du temps, au moins, » rapporta Sophie, décrivant en détail les discussions et la proposition alternative. « Le projet original est suspendu pour l'instant. Et tu crois qu'ils vont vraiment suivre cette idée d'intégration ?» questionna Monsieur Gérard, toujours méfiant. « Je ne sais pas, mais j'ai vu un intérêt sincère de certains d'entre eux particulièrement de l'architecte, » répondit Sophie honnêtement. « Et il y a autre chose. » Hésitante, elle raconta l'offre d'emploi qu'elle avait reçue. Les réactions furent mitigées. Certains virent immédiatement une opportunité précieuse pour la communauté d'avoir une représentante infiltrée dans l'entreprise, tandis que d'autres craignaient que ce ne soit une stratégie pour la coopter. « Si tu acceptes, Sophie, n'oublie jamais d'où tu viens et qui tu représentes, » avertit Madame Françoise, tenant ses mains. « Ton engagement doit toujours être envers les gens d'ici. »« Je n'oublierai jamais, Madame Françoise, » assura Sophie, émue par la confiance qu'on lui accordait. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Sophie s'assit sur la petite véranda de sa maison, observant les lumières de la communauté. D'un côté, les maisons simples du quartier L'Espérance, avec leurs histoires de lutte et de résistance. De l'autre, au loin, les gratte-ciel de belle-mère représentant un monde qui avait toujours semblé inaccessible. L'offre de Thomas signifiait un pont entre ces deux mondes, une opportunité non seulement pour elle et Lucas, mais pour toute la communauté. Cependant, elle représentait aussi des risques, d'être manipulée, de perdre la confiance des voisins, d'être vue comme une traîtresse si les choses ne se passaient pas comme prévu. Tandis qu'elle réfléchissait, elle se souvint du tableau qu'elle avait vu dans le bureau de Thomas, la modeste aquarelle peinte par sa mère. Madame Joséphine avait aussi navigué entre deux mondes, maintenant son intégrité et faisant la différence dans la vie des Deschamps. Peut-être était-ce maintenant au tour de Sophie de suivre un chemin similaire, mais dans la direction opposée, portant les voies du quartier L'Espérance à l'intérieur des bureaux de verre et d'acier. Le lendemain matin, en arrivant au manoir pour travailler, elle fut accueillie par un Pierre euphorique. « Sophie, papa a dit que tu vas travailler. »« Dans son bureau, c'est vrai ?» demanda le garçon, sautant autour d'elle. « Je n'ai pas encore décidé, Pierre, » répondit-elle, surprise que le garçon soit déjà au courant de la proposition. «
S'il te plaît, dis oui. Comme ça, tu pourras amener Lucas plus souvent pour jouer avec moi. Sophie sourit, caressant les cheveux du garçon. On verra, d'accord? Maintenant, je dois travailler. Dans la cuisine, elle trouva M. Auguste préparant le petit déjeuner. Le cuisinier, qui travaillait pour les Deschamps depuis plus de 20 ans, était l'une des figures les plus respectées parmi les employés. « J'ai entendu parler de la proposition de M. Thomas, commenta-t-il pendant qu'il battait une pâte à crêpes. Vous allez accepter? Je ne sais pas encore, monsieur. Auguste, c'est une décision difficile. Le cuisinier acquiesça, compréhensif. Quand je suis venu travailler ici, je pensais que ce serait temporaire. J'avais d'autres rêves, vous savez. Je voulais ouvrir mon propre restaurant. Et pourquoi? N'êtes-vous jamais parti? Demanda Sophie curieuse. Parce que j'ai découvert que je pouvais faire la différence ici même, répondit-il avec un sourire serein. Au fil des ans, j'ai formé des dizaines de jeunes de la périphérie comme assistants de cuisine. Beaucoup sont aujourd'hui chefs dans des restaurants de la ville. J'ai trouvé mon but sans avoir besoin de partir. Sophie réfléchit à ces paroles tout en exécutant ses tâches matinales. Peut-être qu'en acceptant la proposition de Thomas, elle pourrait non seulement améliorer sa propre vie, mais aussi ouvrir des portes pour d'autres. En milieu de matinée, elle fut appelée au bureau principal où elle trouva Thomas en conversation téléphonique. Il lui fit signe d'entrer et d'attendre. Pendant qu'elle patientait, Sophie observa les détails de l'environnement qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Parmi eux, une photographie encadrée sur le bureau montrant un Thomas plus jeune aux côtés d'une belle femme et d'un bébé qu'elle présuma être Pierre. « Désolé pour cela, dit Thomas terminant l'appel. Alors avez-vous réfléchi à ma proposition? J'y ai réfléchi, oui, répondit Sophie encore incertaine, mais j'ai quelques conditions. Thomas haussa les sourcils, surpris par son assertivité. Je vous écoute. Premièrement, je veux des garanties écrites qu'aucune famille du quartier L'Espérance ne sera déplacée contre sa volonté, commença-t-elle, gagnant en assurance à mesure qu'elle parlait. Deuxièmement, je veux que la communauté ait une participation réelle aux décisions, pas seulement des consultations superficielles. Et troisièmement, je veux qu'une partie des bénéfices du projet soit réinvestie en amélioration pour la communauté elle-même. Ce sont des conditions substantielles, commenta Thomas, l'observant avec un nouveau respect. Si vous voulez vraiment quelqu'un qui représente les intérêts de la communauté, vous devez être disposé à des engagements. Réels, répondit Sophie, soutenant son regard. À sa surprise, Thomas sourit. Vous me rappelez votre mère, vous savez. Joséphine avait exactement cette détermination quand elle défendait quelque chose en quoi elle croyait. La mention de sa mère réchauffa le cœur de Sophie, lui donnant encore plus de courage. « Il y a une chose de plus, » ajouta-t-elle. « Je veux continuer à habiter au quartier L'Espérance. Je ne veux pas de privilèges qui m'éloignent de la réalité de la communauté. » Thomas acquiesça, pensif. « Vos conditions sont justes, Sophie. Je vais demander au département juridique de préparer un document formalisant ces engagements. Quant à votre maintien au quartier L'Espérance, je respecte complètement votre décision. Alors, j'accepte, déclara Sophie, sentant le poids et l'importance de ce moment. Parfait, répondit Thomas, tendant la main pour sceller l'accord. Bienvenue dans l'équipe de Deschamps Développement, Sophie Lemaire. Vous commencez officiellement lundi prochain. Tandis qu'elle serrait la main de Thomas, Sophie pensa à sa mère, à Lucas, aux voisins du quartier L'Espérance, à tous, ceux dont les vies pourraient changer avec les décisions prises à partir de ce moment. Ce ne serait pas un chemin facile, mais elle était déterminée à honorer la confiance placée en elle, naviguant entre les deux mondes sans perdre son essence. Une dernière chose, dit Thomas alors qu'elle se dirigeait déjà vers la porte. Pierre a demandé si Lucas pourrait venir pour un week-end ici. Pensez-vous que ce serait possible? Sophie sourit, pensant à combien son fils serait enthousiasmé par l'invitation. Je suis sûre qu'il adorerait. En retournant à la cuisine, Sophie sentait que quelque chose de fondamental avait changé, pas seulement dans sa vie, mais potentiellement dans l'histoire du quartier L'Espérance et dans la dynamique même de la ville de Marseille. De petites graines de changement avaient été plantées et elles feraient partie du processus pour les cultiver et les voir grandir. 3 mois s'écoulèrent depuis que Sophie avait assumé le poste de coordinatrice des relations communautaires chez Deschamps Développement. La transition n'avait pas été facile,
quitter le travail d'employé de maison pour occuper un bureau au 10e étage de l'immeuble d'entreprise représentait un changement radical dans sa routine et son identité. Les premiers jours, elle se sentait déplacée parmi les cadres en costume et les femmes en tailleur, avec leurs diplômes encadrés et leur vocabulaire d'entreprise. « J'ai besoin des rapports d'impact social pour la réunion de 10 heures », demanda Robert Mercier, le directeur financier, passant précipitamment devant son bureau ce matin de septembre. « Ils sont prêts, y compris les données actualisées que vous avez demandées hier », répondit Sophie, lui remettant un dossier bien organisé. Robert l'examina rapidement, acquiesçant avec une approbation réticente. « Bon travail », murmura-t-il, avant de poursuivre son chemin. De petites victoires comme celle-ci étaient fréquentes maintenant. Après des mois de méfiance et de résistance, Sophie avait gagné le respect de nombreux collègues, non pas avec des diplômes ou des relations privilégiées, mais par un travail acharné, une perspective unique et une intégrité qui était devenue sa marque de fabrique. La plus grande résistance venait naturellement de Robert Mercier lui-même, qui voyait encore le projet du quartier L'Espérance intégré comme un gaspillage sentimental de potentiel financier. Lors des réunions, il tentait souvent de miner l'autorité de Sophie avec des questions techniques ou des commentaires condescendants. « Avez-vous déjà consulté les modèles économétriques de ce type d'intervention dans d'autres villes ?» demanda-t-il une fois avec un sourire ironique. « En fait, oui, » répondit Sophie à sa surprise. « J'ai même passé le mois dernier à étudier des cas similaires à Barcelone et à Medellín avec l'aide de Madame Béatrice. Les résultats sont dans l'annexe 3 du rapport. Le soutien de figures clés comme Béatrice Moreau, l'architecte, et de Thomas lui-même avait été crucial pour son adaptation. Béatrice, en particulier, était devenue une mentor et une amie, l'aidant à naviguer dans le monde de l'entreprise sans perdre son authenticité. « N'essayez jamais d'être ce que vous n'êtes pas, Sophie », conseilla Béatrice un jour alors qu'elles déjeunaient ensemble. « Votre force réside précisément dans la perspective différente que vous apportez à cette entreprise. » Cet après-midi de vendredi, Sophie se préparait pour une réunion particulièrement importante. La présentation du projet final du quartier L'Espérance intégré au conseil d'administration de l'entreprise. Ce serait l'aboutissement de mois de travail intense, de consultations communautaires et de négociations difficiles. « Nerveuse ?» demanda Thomas, entrant dans son bureau sans cérémonie. « Un peu », admit Sophie, organisant ses notes. « C'est la première fois que je présente devant le conseil complet. »« Vous vous en sortirez bien », assura-t-il, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. « Vous connaissez ce projet mieux que n'importe lequel d'entre nous. » Au cours des derniers mois, la relation entre Sophie et Thomas avait évolué vers quelque chose qui pourrait être qualifié d'amitié. Une amitié improbable, construite sur le respect mutuel et un objectif partagé. Les visites de Lucas au manoir étaient devenues régulières, tout comme les rencontres de Sophie avec Pierre qui l'adorait et l'accompagnait fréquemment lors de visites au quartier L'Espérance. « Comment va Pierre ?» demanda-t-elle, profitant du moment de détente avant la réunion. Excité par son projet pour la foire aux sciences, lui et Lucas sont obsédés par cette expérience sur la purification de l'eau, répondit Thomas avec un sourire fier. « Viendrez-vous dîner demain ? Pierre a tenu à me rappeler une dizaine de fois de vous inviter. »« Je ne manquerai ça pour rien au monde. Lucas a déjà choisi les vêtements qu'il va porter, » répondit Sophie en riant. L'amitié entre les garçons avait fleuri de manière surprenante. Malgré la différence d'âge et d'origine, ils avaient développé un lien authentique. Pierre avait trouvé en Lucas le grand frère qu'il n'avait jamais eu, tandis que Lucas découvrait un monde nouveau à travers les yeux de son jeune ami. « L'heure de la réunion », annonça Thomas, consultant sa montre. « Allons leur montrer comment on fait du vrai développement urbain. » La salle du conseil était imposante. Une gigantesque table ovale en bois sombre, des fauteuils en cuir et une vue panoramique de Marseille qui faisait ressentir à tout visiteur le pouvoir concentré dans cet espace. 12 directeurs attendirent déjà, dont Robert Mercier, qui tambourinait des doigts avec impatience. Béatrice Moreau, assise à côté de Sophie, lui donna une discrète poignée de main encourageante. « Souvenez-vous, vous avez la connaissance, vous avez la vérité. Le reste n'est que mise en scène. » Thomas ouvrit la réunion avec une brève mise en contexte du projet,
soulignant le changement d'orientation que l'entreprise avait pris ces derniers mois. Ensuite, il passa la parole à Sophie. Se levant avec une confiance qu'elle ne se connaissait pas 3 mois auparavant, Sophie commença sa présentation. Les premiers mots sortirent tremblants, mais elle trouva vite son rythme, sa voix. Le projet Quartier L'Espérance Intégrée représente plus qu'un projet immobilier. C'est un nouveau paradigme de développement. Urbain pour Marseille, déclara-t-elle, projetant des images du projet développé en collaboration avec l'équipe de Béatrice. Un modèle qui prouve qu'il est possible de générer de la valeur économique tout en préservant la valeur sociale et culturelle des communautés existantes. Pendant 40 minutes, elle présenta en détail chaque aspect du projet. Logements améliorés pour les résidents actuels, les espaces commerciaux partagés, les zones de loisirs, les programmes de formation professionnelle pour la communauté et les résidences de standing qui seraient intégrées à l'ensemble. Les études financières indiquent un retour sur investissement seulement 12% inférieur au projet original, mais avec des bénéfices réputationnels et sociaux incalculables, conclut-elle, affrontant directement l'argument le plus utilisé par Robert. De plus, la mairie a déjà signalé sa disposition à offrir des incitations fiscales pour ce modèle innovant, ce qui pourrait potentiellement équilibrer la différence de rentabilité. Quand elle termina, un silence contemplatif domina la salle. Ce fut Robert qui s'exprima le premier. « Impressionnant, je dois l'admettre, reconnut-il, surprenant tout le monde. J'ai encore des réserves quant aux projections financières à long terme, mais la solidité technique du projet est indéniable. » Les autres directeurs commencèrent à poser des questions, certaines provocantes, d'autres sincèrement intéressées. Sophie et Béatrice répondaient alternativement, se complétant avec naturel. À la fin de la session de questions, Thomas reprit la parole. « Mesdames et messieurs, ce projet représente non seulement un nouveau développement, mais une nouvelle direction pour notre entreprise, déclara-t-il, avec la conviction de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Le monde change, nos villes changent, et nous devons évoluer avec elles, ou nous risquons de devenir obsolètes, prisonniers, de modèles qui ne répondent plus aux besoins du XXIe siècle. Le vote qui suivit fut tendu. Chaque directeur exprima son opinion avant de déclarer son vote. Quand vint le tour de Robert Mercier, tous retinrent leur respiration. « En tant que directeur financier, mon devoir est de garantir la santé économique de cette entreprise, commença-t-il, avec sa formalité habituelle. Je confesse qu'initialement je voyais ce projet comme une fantaisie irréalisable. Cependant, après des analyses rigoureuses et considérant le caractère pionnier de la proposition, je vote en faveur, à condition d'un suivi financier trimestriel. » Avec le vote surprenant de Robert, l'approbation devint unanime. Sophie ressentit une vague d'émotion qu'elle put à peine contenir. Ce n'était pas seulement une victoire professionnelle, c'était la concrétisation d'un espoir qui semblait impossible quelques mois auparavant. Après la réunion, tandis que les directeurs se dispersaient, Thomas s'approcha d'elle avec un large sourire. « Nous avons réussi, dit-il simplement, serrant sa main fermement. « Nous avons réussi, répéta Sophie, traitant encore l'ampleur de ce moment. De retour à son bureau, la première chose qu'elle fit fut d'appeler M. Gérard, le président de l'association des résidents. « Approuvé à l'unanimité, annonça-t-elle, contenant à peine son émotion. Nous pouvons programmer l'assemblée avec la communauté pour la semaine prochaine. » La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier L'Espérance. Quand Sophie arriva chez elle ce soir-là, elle fut accueillie par une petite célébration improvisée. Des voisins s'étaient réunis sur sa véranda, apportant des gâteaux, des jus et la joie de ceux qui entrevoyaient un avenir différent. « Tu as réalisé l'impossible, ma fille, » déclara Madame Françoise, l'embrassant avec des larmes aux yeux. « Tu as fait ce que beaucoup de politiciens ont promis et n'ont jamais accompli. »« Je ne l'ai pas fait seule, Madame Françoise, » répondit Sophie humblement. « C'était un travail de nombreuses mains. Mais c'est ton courage qui a ouvert les portes, » insista la dame âgée. « Tu n'as pas eu peur d'entrer dans ce monde sans perdre qui tu es. » Lucas, fier de sa mère, circulait parmi les voisins, expliquant les détails du projet qu'il avait absorbé durant les mois de développement. À 10 ans, il démontrait déjà une conscience sociale et une éloquence qui émouvaient Sophie. Mâche. Mère dit que le plus important n'est pas ce que nous construisons, mais comment nous le construisons, expliquait-il à un groupe d'enfants curieux.
Le projet va respecter les histoires de toutes les familles d'ici. Plus tard, quand la petite célébration prit fin et que Lucas dormait déjà, Sophie s'assit sur la véranda avec une tasse de thé. Elle observa les lumières de la communauté, pensant à comment tout avait changé ces derniers mois. Sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer cette nuit de la fête au manoir. Son téléphone vibra avec un message de Thomas. Pierre veut savoir s'il peut montrer son trophée de natation à Lucas demain. Tout va bien s'ils arrivent un peu plus tôt pour le dîner. Sophie sourit, répondant affirmativement. La facilité avec laquelle elle naviguait maintenant entre ces deux mondes la surprenait encore. D'une certaine façon, elle était devenue une traductrice culturelle, aidant chaque côté à comprendre l'autre. Le samedi, Sophie et Lucas se préparèrent soigneusement pour le dîner au manoir. Ce n'était plus une nouveauté, mais c'était encore un événement spécial. Lucas avait choisi une chemise neuve, achetée avec l'argent qu'il avait économisé en faisant de petits travaux pour les voisins. « Je suis beau, maman », demanda-t-il, ajustant son col devant le petit miroir de la chambre. « Beau comme toujours », répondit-elle, l'embrassant sur le front. « Tu te souviens de ce dont nous parlons toujours ? Que l'important n'est pas ce que nous avons, mais qui nous sommes, récita le garçon avec le sérieux de quelqu'un qui a profondément intériorisé la leçon. Quand ils arrivèrent au manoir, ils furent accueillis par un Pierre exubérant, exhibant le trophée conquis lors de la compétition scolaire de natation. « Lucas, regarde ce que j'ai gagné. Et devine quoi? J'ai dit à mon professeur que tu nages super bien aussi, et il a dit que tu pouvais t'entraîner avec moi si tu veux. » Lucas regarda sa mère avec hésitation, qui acquiesça avec encouragement. L'idée que Lucas ait accès à des opportunités autrefois impensables, comme des cours de natation, l'émouvait encore profondément. Thomas apparut dans le hall, les saluant chaleureusement. Ces derniers mois, Sophie avait remarqué des changements significatifs chez lui. Il semblait plus détendu, plus présent comme père, moins obsédé par le travail. Pierre s'était visiblement épanoui avec cette attention renouvelée. « Sophie, il y a une surprise pour vous », annonça Thomas, les conduisant vers la terrasse. Là, à son étonnement, elle trouva M. Auguste, le cuisinier du manoir, avec 3 jeunes qu'elle reconnut comme des résidents du quartier L'Espérance. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. « Le début du programme de formation gastronomique dont nous avons discuté », expliqua Thomas. Auguste a accepté de coordonner la formation de ces jeunes dans le cadre du projet social du quartier L'Espérance intégrée. Auguste s'approcha avec un sourire fier. Ces jeunes ont un potentiel incroyable. Dans 6 mois, ils seront prêts à travailler dans les restaurants les plus raffinés de la ville, ou mieux encore, à démarrer leurs propres entreprises dans l'espace commercial du projet. Sophie salua les jeunes, tous âgés entre 17 et 20 ans, reconnaissant dans leurs yeux le même mélange de nervosité et de détermination qu'elle avait ressenti lors de ses premiers jours au bureau de l'entreprise. « Vous allez vous en sortir merveilleusement bien », assura-t-elle, serrant la main de chacun. « Et pour toute difficulté, je suis là pour vous aider. » Le dîner fut une célébration décontractée, avec les jeunes apprentis aidant M. Auguste au service, une expérience pratique précieuse. Pierre et Lucas conversaient avec animation sur la foire aux sciences, le projet de purification de l'eau et les plans pour les vacances scolaires qui approchaient. Vous devriez voir comment ces deux-là travaillent ensemble sur le projet scientifique, commenta Thomas, observant les garçons. Lucas a une capacité incroyable à résoudre des problèmes pratiques, tandis que Pierre apporte des idées créatives. Ils forment une sacrée équipe. Lucas a toujours été très observateur et méthodique, répondit Sophie avec une fierté évidente. À l'école, la maîtresse dit toujours qu'il a des mains d'ingénieur. Avez-vous pensé à son avenir éducatif ? Demanda Thomas, avec un ton désinvolte qui ne dissimulait pas son intérêt sincère. Constamment, admet Sophie. Je veux qu'il ait toutes les opportunités possibles. J'économise pour des cours préparatoires quand il sera au lycée. Thomas acquiesça, pensif. Il existe quelques excellentes écoles qui offrent des bourses d'études. Le lycée Horizon, par exemple, a un programme pour les élèves talentueux de communautés défavorisées. J'en ai entendu parler, mais c'est extrêmement compétitif, répondit Sophie. Je pourrais passer quelques coups de fil si cela vous intéresse, offrit Thomas. Pas pour garantir une place, Lucas devra certainement prouver son mérite, mais pour assurer que sa candidature soit soigneusement considérée. Cette offre toucha Sophie profondément.
Ce n'était pas de la charité ou une faveur superficielle. C'était la reconnaissance du potentiel de son fils et un désir sincère d'aider à le développer. Je vous remercie beaucoup, Thomas. Je vais en parler avec Lucas. Après le dîner, tandis que les garçons montraient aux jeunes apprentis l'aquarium géant dans le salon, Thomas invita Sophie à une conversation dans son bureau personnel. « J'ai quelque chose pour vous, dit-il, ouvrant un tiroir du bureau. C'était une enveloppe qu'il lui tendit avec un sourire énigmatique. À l'intérieur, Sophie trouva un certificat encadré, mais ce n'était pas pour elle. « Une bourse d'études en arts visuels ?» demanda-t-elle, confuse. « Pour l'école communautaire que nous mettrons en place dans le cadre du projet Quartier. L'Espérance intégrée, expliqua Thomas. C'est le premier de 20 certificats. J'ai pensé que vous aimeriez avoir l'honneur de le remettre à quelqu'un de la communauté. » Sophie sentit ses yeux s'embuer, comprenant la profondeur du geste. L'école va vraiment se concrétiser alors. Ce n'était pas juste une idée sur le papier, elle va se concrétiser. En fait, nous avons obtenu le parrainage de 3 entreprises partenaires pour l'équiper complètement, confirma Thomas. Et il y aura une salle spéciale d'art visuel avec le nom de Joséphine Lemaire. La mention du nom de sa mère fit finalement déborder les larmes. Sophie ne tenta pas de les contenir. C'étaient des larmes de gratitude, d'accomplissement, d'espoir concrétisé. « Elle serait si fière, murmura-t-elle, passant les doigts sur le certificat. Pas seulement de l'école, mais de voir comment son histoire a continué à travers moi d'une certaine façon. Les histoires ne se terminent jamais vraiment, n'est-ce pas ? Réfléchit Thomas, regardant la petite aquarelle du pêcheur qui occupait maintenant une place de choix sur le mur. Elle trouve simplement de nouveaux chemins, de nouveaux personnages. Sophie acquiesça, pensant à comment sa propre histoire s'était entrelacée avec celle des Deschamps, de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Comment ce simple « maman » prononcé par Pierre des mois auparavant avait déclenché une série d'événements qui avaient transformé non seulement sa vie, mais potentiellement l'avenir de toute une communauté. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans tout cela ?» demanda-t-elle, essuyant ses larmes. « Comment de petits gestes peuvent avoir des impacts si profonds. Pierre m'appelant maman cette nuit-là aurait pu n'être qu'un embarras passager, quelque chose à oublier. Mais c'est devenu le début d'une transformation. Parfois, nous avons besoin de l'innocence d'un enfant pour voir ce qui est devant nous, convint Thomas. Pierre a vu en vous quelque chose que j'aurais dû reconnaître dès le début. Pas seulement la fille de Joséphine, mais quelqu'un avec la même force, la même intégrité. Ils retournèrent auprès des autres, trouvant une scène qui symbolisait parfaitement le pont qu'ils avaient construit entre les mondes. Pierre et Lucas enseignant aux jeunes apprentis comment nourrir les poissons exotiques de l'aquarium, tous riant et conversant comme de vieux amis, sans barrière de classe ou d'origine. Observant cette scène, Sophie ressentit une certitude profonde qu'ils étaient sur la bonne voie. Le projet Quartier l'Espérance intégrée ne serait que le début. Une graine de changement qui, bien cultivée, pourrait fleurir en transformation encore plus grande pour Marseille et, qui sait, inspirer d'autres villes à repenser leur développement urbain. Cette nuit-là, en rentrant chez elle avec Lucas endormi sur la banquette arrière de la voiture, Sophie regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui lui semblaient maintenant différentes, non plus divisées entre « nous » et « eux », mais un tissu complexe de vies interconnectées, toutes également précieuses, toutes méritant dignité et opportunité. Le chauffeur, qui la traitait maintenant avec un respect authentique, demanda si elle préférait un chemin alternatif, car il y avait un embouteillage sur la route habituelle. « Non, merci », répondit Sophie, avec un sourire tranquille. « Je ne suis pas pressée. Parfois, le chemin le plus long nous permet de voir des choses que nous ne remarquerions pas normalement. » 2 ans s'écoulèrent depuis l'approbation du projet Quartier l'Espérance intégrée. Ce qui n'était auparavant qu'une vision ambitieuse, sur des plans et des maquettes, prenait maintenant forme concrète dans les rues de la communauté. Échafaudage, grues et le mouvement constant des travailleurs étaient devenus partie du paysage quotidien. Mais contrairement à d'autres grands projets, ici la construction se déroulait de façon organique, respectant le rythme de la vie locale et impliquant les résidents eux-mêmes. En ce matin ensoleillé de samedi, Sophie marchait dans les rues du quartier L'Espérance aux côtés de Béatrice Moreau. L'architecte notait des observations sur sa tablette, tandis qu'elle discutait des ajustements finaux pour l'inauguration de l'école communautaire Joséphine Lemaire, prévue pour le
Mois suivant. Les panneaux solaires arrivent mardi, informa Béatrice consultant son calendrier. Et l'équipe d'installation des ordinateurs commence mercredi. Les inscriptions au cours ont déjà dépassé nos attentes, commenta Sophie fière. Particulièrement pour les cours d'art visuel et de gastronomie. Elles passèrent devant la petite place centrale qui avait été complètement revitalisée. Des enfants jouaient sur les nouveaux équipements, tandis que des dames âgées conversaient sur les bancs à l'ombre des arbres récemment plantés. Dans le kiosque central, de jeunes apprentis du programme de formation gastronomique de M. Auguste vendaient des encas et des jus. « Paul s'en sort bien », observa Béatrice, indiquant un jeune homme d'environ 20 ans qui coordonnait le travail au kiosque avec aisance. « Impressionnant comme il a évolué », convint Sophie. « M. Auguste dit qu'il a un talent naturel pour la gestion. Il envisage de le soutenir dans l'ouverture de son propre café dans l'espace commercial quand il sera achevé. » L'espace commercial était l'une des innovations les plus célébrées du projet. Une zone dédiée aux petits entrepreneurs locaux avec une infrastructure complète et des conseils spécialisés pour le développement des affaires. L'idée était de créer des opportunités économiques au sein même de la communauté, réduisant la nécessité de déplacement et renforçant l'économie locale. Elles continuèrent à marcher jusqu'à une vieille bâtisse qui était soigneusement restaurée. L'immeuble, l'une des constructions les plus anciennes du quartier L'Espérance, avait été acquis par Deschamps Développement pour devenir le siège du centre culturel de la communauté. Les fouilles pour les fondations ont révélé des artefacts de l'époque coloniale, raconta Béatrice, enthousiasmée par la découverte. Nous avons invité des archéologues de l'université pour tout cataloguer. Ce sera une exposition permanente au centre culturel, racontant l'histoire de la région. Cela donnera encore plus de sens à l'espace, répondit Sophie, imaginant comment les futures générations pourraient se connecter à leurs racines à travers ces fragments du passé. Le téléphone de Sophie sonna. C'était Thomas. « Bonjour, nous sommes au quartier L'Espérance avec Béatrice, vérifiant les derniers détails de l'école, informa-t-elle en répondant. « Parfait. Pierre et Lucas sont impatients de vous montrer la maquette du système de récupération d'eau de pluie qu'ils ont développé pour le projet, répondit Thomas. Pensez-vous pouvoir passer ici avant le déjeuner? Bien sûr, nous terminerons dans 1 heure, accepta Sophie avant de raccrocher. En raccrochant, elle ne put s'empêcher de sourire en pensant à l'amitié qui s'épanouissait entre les garçons. Lucas, maintenant âgé de 12 ans, et Pierre, 8 ans, étaient pratiquement inséparables. Ce qui avait commencé comme des rencontres occasionnelles était devenu un partenariat constant, renforcé par leur intérêt commun pour les sciences et la technologie. Il y a 1 an, Lucas avait été admis avec distinction au concours de bourse du lycée Horizon, l'un des plus prestigieux de Marseille. Il fréquentait maintenant la même école que Pierre, bien que dans des classes différentes. Au début, Sophie avait craint que son fils ne rencontre des préjugés ou ne se sente déplacé parmi des camarades de classe sociale plus élevés. Mais Lucas avait surpris tout le monde par sa capacité d'adaptation et sa confiance tranquille. « Maman, ils ne sont pas différents de moi », avait-il expliqué un jour avec une sagesse qui semblait au-delà de son âge. « Ils ont juste eu des opportunités différentes. Maintenant, j'ai les mêmes opportunités et c'est ce qui compte. » Après avoir terminé l'inspection au quartier L'Espérance, Sophie et Béatrice se dirigèrent vers le manoir des Deschamps. Ces dernières années, Sophie avait développé une amitié authentique avec Thomas, basée sur le respect mutuel et des objectifs partagés. Il n'y avait plus de gêne ou de distance, seulement la familiarité confortable de personnes qui avaient grandi ensemble à travers un projet transformateur. Elles trouvèrent Thomas, Pierre et Lucas dans le jardin arrière, penchés sur une table où reposait une maquette détaillée. La création des garçons était impressionnante. Un système complet de captage, filtration et stockage d'eau de pluie, développé spécifiquement pour les conditions du quartier L'Espérance. « Regardez, vous avez fait tout ça ?» demanda Béatrice, examinant admirativement les détails de la maquette. « Oui, et ça fonctionne vraiment !» s'exclama Pierre, enthousiaste. « Montre-leur, Lucas !» Avec une fierté évidente, Lucas démontra le fonctionnement du système, expliquant chaque composant avec la précision d'un jeune ingénieur. Thomas observait avec un sourire qui mélangeait la fierté paternelle pour les 2 garçons.
Le plus impressionnant est qu'ils ont calculé le rapport coût-bénéfice, commenta Thomas. Ils ont fait toute l'analyse de retour sur investissement considérant l'économie d'eau traitée sur 5 ans. Nous voulons présenter le projet à la mairie, expliqua Lucas avec le sérieux qui le caractérisait. S'il l'implante dans toutes les écoles publiques, l'économie d'eau sera énorme. Sophie sentit son cœur déborder de fierté. Son fils ne profitait pas seulement des opportunités qu'il recevait, mais pensait déjà à des façons de les multiplier pour en faire bénéficier d'autres. Après le déjeuner, tandis que les garçons se retiraient pour continuer à travailler sur la maquette, Thomas invita Sophie et Béatrice à une conversation dans son bureau. « J'ai reçu un appel intéressant hier, commença-t-il une fois qu'ils furent installés, du Secrétariat national de développement urbain. »« À quel sujet ?» demanda Béatrice intriguée. « Le projet Quartier L'Espérance intégré a été sélectionné comme modèle national de redéveloppement urbain inclusif, révéla Thomas avec une satisfaction évidente. Ils veulent documenter tout le processus pour le reproduire dans d'autres villes. « C'est incroyable !» s'exclama Sophie, absorbant la signification de cette nouvelle. « Cela signifie que d'autres communautés pourront bénéficier de la même approche. » Exactement. Et il y a plus. Ils veulent que nous présentions le cas à la conférence internationale d'urbanisme durable à Lisbonne, le mois prochain, continua Thomas. Et ils insistent pour que vous soyez l'une des présentatrices, Sophie. Moi ? demanda-t-elle surprise. Mais je n'ai jamais parlé dans une conférence internationale. Personne de mieux que vous pour raconter cette histoire, affirma Thomas avec conviction. Vous avez vécu chaque étape du processus, des deux côtés. Votre perspective est unique et puissante. Thomas a raison, convint Béatrice. Je peux présenter les aspects techniques, mais vous êtes celle qui peut transmettre l'âme du projet, la transformation humaine derrière les plans et les chiffres. Sophie resta silencieuse quelques instants, traitant l'invitation. L'idée de parler devant un public international, dans un autre pays, semblait si éloignée de la vie qu'elle menait seulement 2 ans auparavant. En même temps, elle se sentait préparée d'une manière qu'elle n'aurait pas imaginé possible. « J'accepte », décida-t-elle finalement. « Mais je veux emmener Lucas avec moi. Ce sera une expérience éducative précieuse pour lui. »« Je vous ai déjà inclus tous les deux dans la délégation officielle, » répondit Thomas, souriant. « Et Pierre viendra aussi avec nous, bien sûr. Il ne me pardonnerait pas si nous laissions Lucas voyager sans lui. » Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle de la sélection du projet comme modèle national se répandit dans le quartier L'Espérance, apportant une vague de fierté collective à la communauté. Cette reconnaissance validait les efforts de tous ceux qui avaient participé au processus, des leaders communautaires aux travailleurs de la construction. Un après-midi, alors qu'elle finalisait les préparatifs pour le voyage à Lisbonne, Sophie reçut une visite inattendue dans son bureau chez Deschamps Développement. Robert Mercier, le directeur financier, qui avait initialement été le plus grand opposant au projet. « Puis-je entrer » demanda-t-il, frappant légèrement à la porte ouverte. « Bien sûr, Robert. Un problème » répondit Sophie, surprise par cette visite inhabituelle. « Non, au contraire, » dit-il, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. « Je viens d'apporter de bonnes nouvelles. Je viens de finaliser l'analyse financière de la première année du projet. » « Et alors ? Les résultats ont dépassé toutes les projections, » révéla Robert, lui remettant un dossier avec des graphiques et des tableaux. La valorisation de la zone environnante a été 22% supérieure aux prévisions et le taux d'occupation des espaces commerciaux est déjà à 87%, alors que nous n'attendions que 60% à ce stade. Sophie feuilleta le rapport, absorbant les chiffres impressionnants, sans mentionner l'impact réputationnel qui a attiré de nouveaux investisseurs vers l'entreprise, continua Robert. Thomas avait raison et j'avais tort. Le modèle intégré n'est pas seulement socialement responsable, il est économiquement viable. Merci de partager cela, Robert, répondit Sophie, sincèrement reconnaissante pour cette reconnaissance. Cela signifie beaucoup, surtout venant de vous. J'ai appris une leçon précieuse avec ce projet, admit le directeur financier, avec une honnêteté inhabituelle. Les chiffres sur des tableurs ne racontent jamais l'histoire complète. Il y a des variables humaines qui ne peuvent pas être facilement quantifiées, mais qui impactent profondément les résultats. Cette visite symbolisait une victoire significative pour Sophie, non seulement la confirmation du succès du projet, mais la conquête du respect de l'un des cadres.
les plus sceptiques de l'entreprise. La veille du voyage à Lisbonne, Sophie décida de faire une visite spéciale. Elle prit un bus jusqu'au cimetière des Pins, où sa mère, Madame Joséphine, était enterrée. Elle apporta avec elle un bouquet de fleurs des champs, les préférées de sa mère, et s'assit à côté de la simple pierre tombale. « Maman, demain je pars. Pour le Portugal, commença-t-elle, comme si elle conversait avec Madame Joséphine. Je vais présenter un projet qui a commencé d'une certaine façon avec toi. Tu te souviens du petit Thomas, le fils de ta patronne, celui à qui tu racontais des histoires de pêcheurs. Nos chemins se sont croisés à nouveau, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. » Sophie raconta les 2 dernières années, la transformation du quartier L'Espérance, la croissance de Lucas, l'école qui porterait le nom de Joséphine Lemaire. Elle parla jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, partageant réussite et défis avec la femme qui lui avait enseigné la dignité et la force. « Je crois que je comprends maintenant pourquoi tu n'as jamais beaucoup parlé de cette époque, » réfléchit-elle, touchant doucement la pierre tombale. Ce n'était pas par honte ou tristesse, c'était parce que tu savais que chacun doit écrire sa propre histoire, trouver son propre chemin. Tu m'as donné des racines solides, mais aussi des ailes pour voler, et c'est ce que j'essaie de faire avec Lucas. En rentrant chez elle, elle trouva son fils organisant méticuleusement sa valise pour le voyage. Lucas avait préparé un cahier spécial pour prendre des notes, avec des sections séparées pour chaque jour de la conférence. « Maman, tu crois qu'on pourra visiter une université à Lisbonne ?» demanda-t-il, sans détourner les yeux de sa tâche. « J'aimerais voir comment sont les laboratoires là-bas. »« Nous pouvons demander à Thomas si cela peut être inclus dans l'itinéraire, » répondit Sophie, admirant la curiosité insatiable de son fils. « Pierre a dit qu'il veut être architecte comme Madame Béatrice quand il sera grand, » commenta Lucas, pliant soigneusement une chemise. « Je n'ai pas encore décidé entre l'ingénierie environnementale et le développement urbain. » Sophie sourit, se rappelant comment, il y a seulement 2 ans, l'horizon des possibilités pour Lucas semblait si limité. Maintenant, le monde s'ouvrait, devant lui rempli de chemins à explorer. Le lendemain matin, le groupe de 6 personnes, Sophie, Lucas, Thomas, Pierre, Béatrice et Robert, embarqua sur le vol pour Lisbonne. Pour Sophie et Lucas, c'était le premier voyage international, une expérience qui mélangeait nervosité et excitation. Durant le vol, Thomas s'assit à côté de Sophie, tandis que les garçons se divertissaient avec des jeux et des films, quelques rangées devant. « Nerveuse pour la présentation ?» demanda-t-il, remarquant comment elle révisait ses notes pour la 3e fois. « Un peu, » admit Sophie, « mais plus anxieuse que nerveuse, si cela a un sens. Je sens que nous avons une histoire importante à partager. »« Nous l'avons vraiment, » convint Thomas, pensif. « Vous savez, parfois je me demande comment les choses auraient été différentes si Pierre ne vous avait pas appelé maman cette nuit-là. Probablement je continuerais à être simplement l'employé invisible, et vous poursuivriez vos plans originaux pour le quartier L'Espérance, réfléchit Sophie. Et nous perdrions tant tous les deux, compléta Thomas. C'est étrange de penser comment de petits moments peuvent complètement changer le cours de nos vies. Je ne pense pas que c'était seulement ce moment, médita Sophie. C'était la graine, oui, mais elle avait besoin d'un sol fertile pour germer. Vous auriez pu simplement me renvoyer cette nuit-là, ou me transférer à une autre fonction où je n'aurais pas eu de contact avec Pierre. Peut-être, mais je crois qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu, répondit Thomas. Quelque chose qui a commencé des décennies plus tôt, quand votre mère est entrée dans la vie de ma famille. Un cycle qui s'achève, conclut Sophie avec un sourire serein. Les 4 jours à Lisbonne furent intenses et transformateurs. La présentation de Sophie et Béatrice fut reçue avec enthousiasme par les participants de la conférence, générant des discussions animées sur de nouveaux paradigmes de développement urbain inclusif. Des représentants de villes d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie montrèrent un intérêt particulier à adapter le modèle à leur réalité locale. Pour Lucas et Pierre, le voyage fut une aventure éducative. En plus d'assister à certaines sessions de la conférence, ils visitèrent des universités, des musées et des projets urbains innovants à travers la ville. Thomas, observant l'intérêt sincère des garçons, commenta avec Sophie comment cette expérience pourrait façonner leur vision du monde et leurs aspirations futures. La dernière nuit à Lisbonne
Après un dîner de célébration pour le succès de la présentation, Sophie s'éloigna brièvement du groupe pour admirer le Taj depuis le belvédère de l'hôtel. Le ciel étoilé et les lumières de la ville créaient un décor presque magique. « 1 centime pour vos pensées », dit Thomas, la rejoignant sur la terrasse. « Je pensais à combien la vie est imprévisible », répondit Sophie, sans détourner le regard du paysage. « Il y a 3 ans, je servais des canapés à votre fête, préoccupé de savoir si je pourrais payer le loyer à la fin du mois. Maintenant, je suis ici, présentant notre projet dans une conférence internationale. »« Vous méritez chaque réussite, Sophie », affirma Thomas avec sincérité. « Rien de tout cela n'a été par hasard ou chance. C'était votre travail, votre intelligence, votre intégrité. »« Merci », répondit-elle émue. « Mais c'était aussi une question d'opportunité, de portes qui se sont ouvertes. Je pense à combien de talents restent invisibles parce que ces portes ne s'ouvrent jamais pour eux. C'est pourquoi notre travail est si important, convint Thomas. Il ne s'agit pas seulement de bâtiments ou d'infrastructures. Il s'agit de créer un système où les talents peuvent s'épanouir, indépendamment d'où ils viennent. » Ils restèrent, silencieux quelques instants, contemplant la ville historique qui avait été témoin de tant de cycles de transformation au cours des siècles. « J'ai parlé avec la secrétaire nationale aujourd'hui, » commenta Thomas finalement. « Ils veulent étendre le programme à 10 villes françaises dans les 2 prochaines années, et ils veulent que Deschamps mène la mise en œuvre, avec vous coordonnant l'équipe sociale. »« 10 villes ?» demanda Sophie, assimilant l'ampleur de la proposition. « C'est énorme. C'est la chance de multiplier l'impact, de transformer la vie de milliers de familles, » répondit Thomas. « Je sais que c'est un défi gigantesque, mais... » « J'accepte, » interrompit Sophie avec détermination dans le regard. « C'est exactement le type de défi qui me motive maintenant. » Quand ils retournèrent à Marseille, une surprise attendait Sophie. La communauté avait préparé une célébration spéciale pour l'accueillir. La place centrale du quartier L'Espérance était décorée de banderoles et de ballons, et des centaines de résidents s'étaient réunis pour entendre parler de l'expérience à Lisbonne. Notre Sophie a porté la voix du quartier L'Espérance de l'autre côté de l'océan, annonça Monsieur Gérard, ému, au microphone improvisé. Qui aurait cru que notre histoire serait un exemple pour le monde? Un par un, des résidents s'approchèrent pour l'embrasser et la remercier. Des jeunes qui participaient au programme de formation, des personnes âgées qui avaient été témoins de décennies de lutte communautaire, des enfants qui grandissaient maintenant dans un environnement de nouvelles possibilités. Tous voulaient exprimer ce que le projet signifiait pour eux. « Vous êtes les véritables protagonistes de cette histoire », déclara Sophie, quand elle put enfin parler. « Chaque personne qui a cru, qui a participé aux réunions, qui a donné des suggestions, qui a travaillé à la construction, vous tous avez fait que cela se réalise. » À ses côtés, Lucas observait avec une fierté évidente. Thomas, Pierre et Béatrice se tenaient discrètement à l'écart, comprenant que ce moment appartenait à la communauté. Quelques mois plus tard, lors de la cérémonie d'inauguration officielle de l'école communautaire Joséphine Lemaire, Sophie se retrouvait à nouveau devant un microphone, mais maintenant dans des circonstances très différentes. Le bâtiment moderne, avec ses murs colorés et ses panneaux solaires, représentait la concrétisation d'un rêve partagé. Cette école porte le nom de ma mère, Joséphine Lemaire, commença-t-elle, regardant la plaque de bronze fraîchement dévoilée. Une femme qui, comme tant d'autres de cette communauté, a travaillé sans relâche pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. Elle n'a pas eu l'opportunité de développer pleinement ses talents. Elle peignait pendant son temps libre, rêvait d'histoire, enseignait ce qu'elle pouvait avec les ressources limitées qu'elle avait. Sophie fit une pause, contrôlant son émotion avant de continuer. « Aujourd'hui, nous inaugurons un espace où les talents n'auront plus besoin de rester cachés, où enfants, jeunes et adultes de cette communauté pourront explorer leurs capacités, développer des compétences, élargir leurs horizons. Un espace qui symbolise la rupture des barrières entre des mondes qui sont longtemps restés séparés. » Au premier rang, Thomas acquiesça en accord avec Pierre à ses côtés. Lucas, maintenant membre du conseil des élèves de l'école, participait activement à la cérémonie, guidant les visiteurs à travers le nouvel espace. Le projet quartier, l'Espérance intégrée, nous a enseigné une leçon fondamentale, que le véritable développement ne se produit que lorsqu'il est inclusif, lorsqu'il valorise les histoires et les identités, lorsqu'il crée des ponts au lieu de murs.
continua Sophie. Et cette leçon se répand maintenant vers d'autres villes, d'autres contextes, multipliant les possibilités. En concluant son discours et coupant le ruban inaugural, Sophie sentit qu'un cycle s'achevait, tandis qu'un autre commençait à peine. La fille qui avait grandi en écoutant les histoires de sa mère sur un monde lointain construisait maintenant des ponts entre ces mondes, transformant non seulement des espaces physiques, mais principalement des relations humaines. Plus tard, pendant la fête d'inauguration, Sophie trouva un moment pour être seule dans la salle d'art visuel, spécialement dédiée à la mémoire de Madame Joséphine. Sur le mur principal, la petite aquarelle du pêcheur, l'original qui avait été dans le bureau de Thomas, occupait une place d'honneur, entourée d'œuvres créées par des artistes locaux durant des ateliers préparatoires. Elle serait si fière, dit une voix derrière elle. C'était Thomas contemplant lui aussi la modeste peinture. « De tout cela ?» demanda Sophie, indiquant l'espace alentour. « De vous ?» répondit-il simplement. « De qui vous êtes devenu, de ce que vous avez réussi à accomplir. Parfois, je me demande si elle imaginait que nos familles se retrouveraient de cette façon. » Réfléchit Sophie. Si, d'une certaine manière, elle a planté des graines qui ne fleuriraient que des décennies plus tard. Peut-être, ou peut-être est-ce simplement le flux naturel de la vie, ramenant des histoires qui ont besoin d'être achevées, suggéra Thomas. Ils furent interrompus par Pierre et Lucas, qui entrèrent en courant dans la salle, animés par les plans pour le club de sciences qu'ils aideraient à mettre en place dans la nouvelle école. « Maman, nous devons montrer la salle de laboratoire à Monsieur Marcel. Il a des idées incroyables pour des expériences avec des matériaux recyclés », s'exclama Lucas, la tirant par la main. Sophie se laissa conduire par son fils, jetant un dernier regard à l'aquarelle du pêcheur, symbole d'une histoire, qui avait commencé avec Madame Joséphine et qui continuait maintenant à travers elle. Lucas et tant d'autres dont les vies avaient été touchées par cette improbable connexion entre mondes. Tandis qu'ils marchèrent dans les couloirs de l'école, saluant résidents, autorités et journalistes, Sophie réfléchissait à comment un simple « maman », prononcé innocemment par un enfant durant une fête, avait déclenché une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Comment de petits gestes, des mots apparemment insignifiants, pouvaient contenir le pouvoir d'abattre des barrières construites au fil des générations. Et ainsi, en cet après-midi ensoleillé de Marseille, alors que l'école communautaire, Joséphine Lemaire ouvrait officiellement ses portes vers l'avenir, Sophie Lemaire comprenait que la véritable richesse ne résidait pas dans les manoirs ou les comptes bancaires, mais dans la capacité humaine à construire des ponts, à reconnaître la valeur là où d'autres ne voient que des obstacles, à transformer des histoires de séparation en récits d'union. Le cycle initié par sa mère des décennies auparavant s'achevait maintenant à travers elle, et de nouveaux cycles